Bonsoir à toutes et à tous. On va faire donc ce soir ensemble ce live des territoires. On va se laisser quelques secondes pour s'installer tous ensemble et vous attendre les uns les autres pour participer tous ensemble à ce live des territoires. Donc on attend quelques secondes, le temps que tout le monde soit là. Voilà, il est 19h30. On commence donc ce live des territoires qui est donc un tour de France, des clubs, des initiatives qui ont été prises par les comités, les ligues et bien sûr les clubs affiliés à la fédération. On vous propose en fait ce soir un moment d'échange en se baladant en France, en métropole, mais aussi dans les îles. Vous allez le voir avec le premier intervenant, Christophe Chenu, qui est à La Réunion, et tous ces gens qui font bouger la France du badminton et qui font qu'aujourd'hui la reprise est particulièrement active. On attendait tous, évidemment, ce moment. Alors, pour m'accompagner dans l'animation de ce live, le président de la Fédération française de badminton, Johan Penel. Bonsoir, Johan. Alors, avant de retrouver nos invités, avant d'aller se balader un petit peu partout dans les gymnases à droite et à gauche en France, est-ce que tu peux nous présenter cette initiative qui est un petit peu originale et ce live, cette petite balade via nos écrans dans la France du badminton? Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci Raphaël d'animer cette initiative. On voulait vraiment, dans le cadre de la semaine du badminton, vous proposer ce live des territoires, aller sur les terrains, aller dans les gymnases, aller à la rencontre des bénévoles inspirants qui font le charme de notre sport, qui fidélisent aussi à travers les animations, parce que on avait envie d'entendre le bruit des volants, mais on avait envie aussi de se retrouver et de partager des émotions ensemble. J'ai plaisir ce soir à vous retrouver depuis le gymnase des Olympiades à Villejuif. Là, on termine le créneau mini-bad et ensuite on va enchaîner sur un créneau où le thème, c'est les badistes ont du talent culinaire. Donc, on va se régaler ce soir. Et je sais que à travers toute la France, que ce soit en métropole ou dans les territoires ultramarins, c'est quelque chose qu'on a en commun. C'est la convivialité, c'est l'état d'esprit, c'est l'ambiance. C'était le thème de cette 4e journée de la semaine du badminton, la convivialité. Et donc, qui de mieux ce soir pour animer cette soirée que l'un de nos badistes préférés qui incarne l'esprit bad. Donc, un grand merci à toi, Raphaël, de cette animation. Et on voulait vraiment, encore une fois, partager ces moments-là avec l'ensemble de la communauté. On espère que vous serez nombreux ce soir à poser des questions aux différents bénévoles qui vont intervenir et qui vont vous partager leur esprit bad, leur esprit convivialité, la température aussi des clubs à travers la reprise, et puis vraiment de redire ce que c'est qu'un club de badminton, ce que c'est qu'une association et ce que c'est que l'esprit bad dans toute sa généralité. Merci, Johan. Alors, à Villejuif, ça s'est passé comment à la reprise? Est-ce que tout le monde était à fond, prêt à prendre les raquettes, les volants, les créneaux submergés d'envie, de joie? Alors, je pense qu'entre la température qu'il fait dans le gymnase, les événements sportifs qu'il peut y avoir en ce moment à la télé, et puis les terrasses qu'on rouvert, on va pas dire qu'on fait le plein, mais clairement, il y a une envie, et ceux qui sont revenus au gymnase ont déjà bien transpiré, bien rigolé. Voilà, c'est le bruit des volants, c'est le bruit des rires, et puis c'est le fait de se retrouver après ces trop longs mois de confinement, de séparation avec les membres du club. Bon, merci en tout cas pour ce témoignage en direct de Villejuif. Alors, comment ça va se passer? Déjà de manière très informelle, hein, on est là entre nous, on va essayer de passer un moment d'échange. Tu parlais de témoignage, c'est vrai que c'est tellement important d'avoir le témoignage des gens qui font le badminton aujourd'hui, ces bénévoles qui sont au cœur de la politique de la fédération, au cœur du sport en général, le badminton en particulier, mais c'est vrai aussi pour d'autres sports. Donc, on souhaite aussi vous donner la parole, à la fois les gens qu'on va recevoir ce soir. On vous
disais, on va se balader un petit peu, mais vous aussi, derrière votre ordinateur, vous pouvez poser des questions sur la page Facebook de la fédération, où les questions vont nous remonter, des questions pour les intervenants surtout, parce que c'est eux ce soir qui sont mis en lumière. On pourra sans doute pas poser toutes les questions, on aura peut-être aussi quelques aléas du direct, parce que le but de cette espèce de multiplex, c'est d'aller à la rencontre des gens qui sont sur le terrain. Vous allez voir, on partira dans les gymnases, voire même sur un camping tout à l'heure pour du air badminton. Donc, si on a des petits problèmes de liaison, de son, de vent dans les micros, on s'excuse par avance. Mais en tout cas, le but, c'est voilà, de passer un bon moment tous ensemble avec toi, Johan, avec les intervenants qui vont se succéder ce soir. On a plein de gens qui ont des aventures incroyables à nous raconter, qui sont passés sur les cours de badminton ou en dehors, parce que la vie, elle est aussi en dehors des terrains de bad. Et on va commencer par aller un peu loin, sur un terrain qui nous fait un petit peu tous rêver. C'est à La Réunion. Alors, petite précision, on est à peu près ensemble jusqu'à 21h. Donc, si ça déborde un petit peu, vous nous excuserez. Mais grosso modo, voilà, on va passer une petite heure et demie ensemble. Et on commence par Christophe Chenu de la Ligue de La Réunion qui nous accueille chez lui. Alors, comment ça se passe, Christophe, à La Réunion ? Bonsoir Raphaël, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation et merci pour l'initiative dans le cadre de cette semaine du BAD. Eh bien, écoute, à La Réunion, ça se passe plutôt bien. Alors, on a eu la chance de pouvoir jouer un peu plus que sur le territoire métropolitain, mais on a eu la malchance de recommencer après vous, donc on était un petit peu jaloux. Mais en tout cas, ça se passe plutôt bien parce qu'on a réussi quand même à faire quelques événements et notamment un grand événement qui se recrée après 5 ans d'absence, qui est le tournoi international qui va commencer d'ici 15 jours. Donc, on a recréé notre tournoi international pour redonner aussi l'envie aux joueurs de vite regagner les terrains, de se réentraîner. Et comme le disait Johan, de revoir des sourires, de revoir des étoiles dans les yeux, de reprendre ce volant qui claque. Et donc ça, on en a tous envie et donc on est en pleine préparation, la dernière ligne droite du tournoi international. Alors, comment ça va se passer ce tournoi ? Les joueurs sont invités de partout, j'imagine. Il doit y avoir quelques étrangers. Les conditions sanitaires sont un petit peu compliquées encore. Comment ça se passe ? Ouais, écoute, comme je te disais, on remet le pied à l'étrier parce que ça fait 5 ans qu'il s'est arrêté ce tournoi-là. Donc on est sur la 6e édition. On a bien évidemment voulu garder l'esprit de ce tournoi qui était une grande fête du badminton dans l'océan Indien que j'ai créé en 2011 après les Jeux des îles de l'océan Indien. Il a perduré. Cette année, compte tenu des réglementations sanitaires et des contraintes sanitaires, nos amis proches mauriciens, malgaches, Seychellois et tout ça ne pourront malheureusement pas faire le déplacement parce que les liaisons aériennes sont complètement fermées. Les seules liaisons aériennes que nous avons aujourd'hui jusqu'à La Réunion, ce sont depuis Paris. Donc, on a misé sur des joueurs internationaux parce que nous aurons 5 joueurs de l'équipe de France quand même. Super. Et avec aussi en partenariat avec le Pôle Espoir Strasbourg. Donc, on aura une dizaine de jeunes du Pôle Espoir Strasbourg qui seront là, qui vont permettre à nos baddies de pouvoir échanger avec d'autres joueurs et d'autres niveaux. C'est vrai qu'en étant sur une île, on est souvent confronté à jouer contre les mêmes joueurs. Donc, ce tournoi amène un vrai bol d'air à tous nos joueurs. Et en plus, si on arrive à faire venir les joueurs de l'équipe de France, bien évidemment, ça donne de l'engouement. Alors, des noms, là, tu nous fais saliver. Alors, des noms, j'en ai dévoilé qu'un jusqu'à présent. On a fait des petits jeux sur la page Facebook de notre tournoi et il y en a un qui a découvert une joueuse. Donc, Sharon Bauer sera du déplacement. Super. Mais les autres, pour l'instant, ne sont connus de personne sauf de moi. C'est secret. Donc, on va n'aura pas de scoop ce soir. Le plus longtemps possible parce qu'on essaie de faire des petits jeux. On met des t-shirts à gagner en jeu. Donc, ça met un petit peu d'ambiance, ça met un petit peu d'animation. Bon. Et on commence à faire monter tout doucement la température. Bon, en tout cas, ils ont bien de la chance d'aller vous retrouver à La Réunion, même si c'est pour d'abord jouer au badminton, mais sans doute aussi pour profiter du bel environnement autour des cours. Alors, tu parlais de cette édition du TIB, déjà en préparation l'année 2022, donc avec peut-être l'espoir d'avoir
pour le coup, des joueurs qui viennent, tu parlais de Madagascar, des Seychelles, de Maurice, Afrique du Sud. Est-ce que c'est quelque chose où vous y prenez très longtemps en avance, là, pour le coup? Ah oui, effectivement, mais tu as raison, parce que moi, je travaille déjà sur le projet 2022. Donc, le tournoi international, le TIB, avait été créé pour devenir un jour BWF, et est inscrit au calendrier BWF. Et enfin, déjà, 2021 va être une répétition et 2022 va être l'apothéose, parce qu'on aura toujours ce TIB, mais on aura en plus accolé le premier Open BWF International Challenge à La Réunion en 2022. Donc, en plus d'accueillir des joueurs du continent africain, de nos îles voisines, on va aussi, à travers ce tournoi-là, certainement avoir du très beau monde dès la première année, compte tenu du classement de ce tournoi. Bon, donc, des projets internationaux, mais aussi plein de projets, bien évidemment, locaux, pour que nos balistes s'éclatent. C'est une belle nouvelle, ça. Il faut mobiliser, j'imagine, les bénévoles qui sont au cœur de toutes ces organisations-là. Est-ce que ça a été compliqué pour cette édition et celle à venir, j'imagine? Comment est-ce qu'on arrive à fédérer un petit peu tout ce monde autour de belles manifestations comme ça? Ben, j'ai envie de dire que la motivation, elle vient en montrant l'exemple surtout. Quand on a des gens qui montrent l'exemple en étant motivés, en dépassant un peu les montagnes, en faisant s'abaisser une à une les barrières qui se présentent devant nous à travers de tels projets, ben forcément, les gens commencent à y croire. Quand on commence à annoncer la venue des joueurs de l'équipe de France, etc., forcément, ça motive des gens. Donc, si au début, on était 3 ou 4 dans l'organisation, maintenant, on a à peu près une vingtaine en tant que bénévole sur la manifestation. Donc, moi, je m'en réjouis. Parce que tu imagines qu'une manifestation de cette ampleur-là, ben, à 3 ou 4, on va dans le mur. Ouais. Et au fur et à mesure, et même des jeunes joueurs, même des très bons joueurs à La Réunion rejoignent l'organisation parce qu'ils y croient, parce qu'ils ont déjà vu les 5 dernières éditions. Et puis, ben, c'est vrai que maintenant, en tant que président de ligue, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup de portes aussi qui s'ouvrent en plus pour aller chercher les subventions. Donc c'est vraiment agréable de voir cet engouement derrière, de par la motivation qu'on arrive à mettre. Et donc, ça motive les gens derrière. Très bien. Alors, on a une question qui nous vient d'un de nos internautes. En cette journée marquée du signe de la convivialité, qu'est-ce que c'est que la convivialité dans les clubs de BAD à La Réunion? Eh bien, écoute, la convivialité dans les clubs de La Réunion, c'est créer plein d'animations. Notamment, on fait des soirées Air Badminton. On fait, dimanche, là, on a créé une soirée, une journée même pour les clubs, mais à destination des joueurs loisirs. Donc, en fait, on essaye d'apporter à chaque fois de cette convivialité. Le tournoi en lui-même, il a sa mascotte, donc forcément, ça amène aussi de la convivialité. Mais on est en train de recréer une vraie dynamique à La Réunion à travers toutes les actions qu'on va lancer. Et je dirais qu'aujourd'hui, nos voisins insulaires sont très, très déçus de ne pas pouvoir venir parce qu'ils aimeraient bien pouvoir participer à cette grande fête du badminton. D'accord. Alors, on en profite. Surtout, n'hésitez pas sur le live, toutes et tous, à poser vos questions. On a rarement l'occasion de voir Christophe et tous nos intervenants. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez partager aussi des choses qui vous sont arrivées, qui sont en lien avec ce dont on discute, n'hésitez pas vraiment à participer et on se fera l'écho de toutes ces questions. Christophe, comment est-ce que les gens ont vécu la pandémie à La Réunion? C'était encore plus compliqué de voyager. Est-ce que les clubs ont été fermés un petit peu moins au début, mais est-ce qu'il y a eu, tu as senti une démobilisation ou est-ce que malgré tout le lien est resté important au sein des clubs? Comment ça s'est passé tout ça? Non, je pense qu'il y a eu comme partout beaucoup de démobilisation parce qu'à un moment donné, on travaille sur des projets, on les annule, on les reporte, au final les annuler complètement. Donc, à un moment donné, ça démotive les gens et c'était très compliqué de pouvoir même se projeter sur 2021 à la reprise et 2022 parce que les gens n'avaient plus envie de penser à des projets, même si on aurait pu mettre ce temps à profit, ce temps de non-terrain, en fait, à profit pour travailler sur tout ce qui est back-office et préparer tous ces documents, ces demandes de sponsors, ces démarches administratives qui ont lieu de faire. Mais même ça, il y a beaucoup de joueurs et de bénévoles dans les clubs et même dans la ligue qui n'étaient plus motivés.
Donc, c'est difficile de préparer des choses quand on ne peut plus jouer, il n'y a plus cette interaction avec les autres membres du comité de la Ligue ou des clubs, de ne faire que partager des documents Excel ou… Ouais, non, il y a beaucoup de liens qui ont été cassés et voilà, qui se recréent, tout doucement. Nous, on a repris le 15 juin, donc une semaine après vous. Mais donc ça laisse que 3 semaines aux joueurs par exemple pour se préparer sur le tournoi, donc c'est pas beaucoup. Ouais. Mais malgré tout, on aura encore à peu près entre 150 et 170 joueurs inscrits cette année, donc ce qui est quand même pas mal. Ah oui, c'est bien. Sachant que comme partout, on a à peu près perdu 30% de licenciés sur cette année. Mais on a la chance d'avoir cette reconnaissance de ce tournoi-là qui fait que les joueurs sont quand même inscrits, même s'ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas forcément prêts. Il faudra juste faire attention, éviter les blessures, des choses comme ça. Mais la grande fête du badminton à La Réunion sera bel et bien présente. Ouais, et puis ça va remotiver tout le monde de voir justement tout le monde s'activer autour d'un bel événement. Ça, c'est le genre de choses positives qui peuvent remotiver les troupes et provoquer des reprises de licence. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Une autre petite question, d'un internaute, si tu avais un souhait pour cette reprise, quel serait-il? Eh ben, que les gens s'amusent, reprennent plaisir, reviennent sur les terrains. Et voilà, le badminton est un sport quand même très convivial, très ludique. Il y a bien sûr l'aspect compétition, il y a plein d'aspects dans le badminton. Mais c'est vraiment que les gens reprennent plaisir. Moi, j'ai vu des champions de La Réunion qui sont venus me voir après les éditions du tournoi international et qui sont venus me dire merci de leur avoir donné et de leur avoir mis des étoiles dans leurs yeux parce qu'ils ont pu participer et côtoyer des grands joueurs du badminton français et d'ailleurs. Et en fait, nous, bénévoles, on se nourrit de toutes ces réjouissances de chaque joueur, quoi. Je crois que c'est important de leur donner le smile à tout le monde, l'envie et la convivialité que nous apporte ce sport. Bon, on va finir sur ces belles paroles. On vous souhaite bien sûr un grand succès pour ce tournoi, pour cette année, et puis la préparation pour l'année prochaine, parce que pour le coup, ça va être encore plus beau. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Plein de bonnes choses à tous les badistes réunionnais et des îles en dehors de la métropole, parce qu'on ne parle pas souvent des ligues en dehors de la métropole, mais c'est vrai que vous faites un super boulot. Donc, on vous salue bien bas et on espère à très bientôt. Merci. Salut Christophe. Alors, on continue ce tour de France. On revient en métropole, mais on reste un petit peu dans l'univers du air badminton que Christophe évoquait. Et on part à Châteauneuf-du-Pape, dans un camping, et on rejoint Dimitri Veche, club volant des 7 rivières de la Ligue PACA. Donc, salut Dimitri. Est-ce que tu nous entends? Alors, a priori, il fait beau, il est dehors. Est-ce que tu nous entends, Dimitri? Pour l'instant, il n'a pas l'air de nous entendre. Alors, pour vous le présenter en quelques mots, Dimitri du Volant des 7 rivières, ils ont organisé dans un camping une animation. Oui, je vous entends, vous m'entendez? Oui, très bien. Si, je vous entends. Bon, parfait. On disait justement que dans le camping où tu es actuellement, se passe du air badminton, qui est donc une nouvelle activité. Et on aimerait que tu nous dises un petit peu justement qu'est-ce qui s'est passé dans ce camping. C'est ça. Alors, explique-nous un petit peu. Alors, bonsoir déjà et merci pour l'invitation et on est heureux de vous accueillir. Alors, petit souci, on vous parlait des aléas du direct, c'est bien, on est en plein dedans. Alors, peut-être qu'il est allé prendre l'apéro, ou peut-être pas, c'est peut-être simplement un petit problème de liaison. Alors, on va switcher, on reviendra voir Dimitri tout à l'heure, et on va aller voir Fred Ducrot, qui lui n'est pas au camping, il est dans son gymnase, il est président du Volant Aérois. Est-ce que Fred, tu es là? Voilà. Bonjour. Salut Fred, comment vas-tu? Ça va? Ouais, ça va bien, oui.
Merci. Bien, bien. Toi, Ah, on Raphaël? entend des volants claquer derrière toi, ça fait plaisir. Ouais, alors on a choisi de se mettre dans le gymnase ce soir pour montrer que ben voilà, ça claque, on entend les volants claquer. Et comme le disait le collègue à la réunion, ben ça fait plaisir quoi, d'entendre taper dans le volant, c'est sympa. La reprise que tout le monde attendait depuis longtemps. Les jeunes d'abord, les adultes ensuite. Il y a du monde là ce soir, hein. Ouais, ce soir il y a 20-25 personnes, ouais, il y a du loisir et des compétiteurs. C'est un des créneaux mixtes puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de terrain, donc on peut partager la pratique, ça c'est intéressant. Bon, alors, on va faire un petit point sur votre actualité, sur vos ambitions. Le volant Aérois top 12, donc grosse équipe. Comment s'est passée toute cette période un peu compliquée? Est-ce que vous avez pu avoir des créneaux parce qu'il y avait des joueurs de haut niveau ou ça a été fermé entièrement? Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Alors, ouais, déjà, c'était la frustration, hein, la saison dernière d'avoir une saison blanche parce qu'on était bien parti, on avait vraiment des objectifs. Bon, voilà, ça a été comme ça. Ensuite, fermeture du club totale. Puis, on a eu l'opportunité de continuer à s'entraîner pour nos joueurs de haut niveau. Bon, des joueurs présents, on n'en avait pas beaucoup, on en avait deux qui pouvaient continuer. On a rattaché les joueurs qui étaient en STAPS un petit peu, hein. On a contourné un tout petit peu le truc, hein. On Ils dira pouvaient rien. s'entraîner pour leur formation, on ne dira rien. Mais bon, ça restait 3 ou 4 joueurs. Bon, on a continué cette activité-là. Et puis, on s'est posé tout de suite très très vite la question de la saison suivante. Qu'est-ce qu'on fait? On continue pas. On avait nos joueurs étrangers qui étaient motivés, qui n'arrêtaient pas de nous demander alors où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va se passer. Donc ça nous a motivés un petit peu à vouloir continuer et à s'inscrire toujours dans cette dynamique de haut niveau, puisque je pense que le top 12 est amené à représenter le haut niveau du badminton en France, mais aussi avec pas mal de joueurs étrangers, on le sait. Donc voilà, ça nous a permis de nous mobiliser assez rapidement pour la saison future, parce qu'on savait très très bien que la saison 2020-2021 allait être caduque, on en était persuadé, quoi. Alors, comment motiver tout un club autour d'un projet qui est un projet vitrine, un projet d'élite un petit peu, mais le Volant Aérois, c'est pas simplement une équipe, c'est aussi beaucoup de loisirs, beaucoup de compétiteurs, mais qui sont pas forcément en équipe une. Ça doit pas être évident, surtout quand il n'y a pas de match, quand il n'y a rien qui se passe. Oui, tout à fait. Alors, on a travaillé beaucoup avec le mailing, avec le Facebook. On a essayé de continuer à mettre en place des activités. Alors, on a voulu mettre des activités en extérieur pour nos plus jeunes. Compliqué, hein, dans les Hauts-de-France. Il y a souvent du vent, il y a eu de la pluie. On n'a pas vraiment des super temps là. Mais nos entraîneurs, on a des entraîneurs salariés. On a fait le choix de ne pas les mettre au chômage partiel complet. On a dit voilà, vous allez faire des heures. On a travaillé avec les écoles, beaucoup avec les écoles primaires. Cette année, ça a été vraiment un gros point d'achoppement parce qu'il fallait absolument garder le contact. Ça, c'était important. Nos entraîneurs ont fait des vidéos aussi sur de la préparation physique, etc. Et puis, on avait dit, bah, nous, notre objectif, c'est de continuer le haut niveau, l'équipe de top 12, l'équipe de N2, tout en continuant à garder nos joueurs. C'était la première optique. On ne voulait pas se séparer de nos joueurs. Et puis, d'essayer de recruter, on le savait, 1 ou 2 joueurs pour nous permettre de ne pas toujours jouer le maintien. C'est bien un moment. Moi, je suis un compétiteur aussi. J'aime bien avancer. Et on s'est dit, allez, on va essayer de contacter nos partenaires et on a un projet, quoi. On a vraiment un projet de haut niveau. Alors, ça va pas être facile, hein. Les poules là sont tombées, hein, pour la saison prochaine. Ça va être compliqué. Mais voilà, on a essayé de communiquer sur toute cette dynamique. En gros, le volant Aérois, si on n'avait pas le haut niveau, bah, il n'y aurait pas ça, ce qu'il y a derrière moi. Cette superbe salle, hein, tu la connais, Raphaël, tu es déjà venu. C'est 12 terrains, c'est une hauteur pas possible, c'est des créneaux tous les jours. Et c'est une dynamique complète, quoi. Il y a pas, sans le top 12 et la N2, il y aurait pas eu ça. Et puis la dernière chose qui est un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est les sections rurales qu'il y a autour d'Air sur la liste, puisqu'on a 5 sections qui nous permettent de faire jouer les gens proches de chez eux.
Malgré tout, on n'est pas en région parisienne, c'est pas très très loin pour venir à Aires-sur-la-Lys, mais on met vite 20 minutes, 25 minutes de transport, alors que là maintenant, les gens peuvent jouer dans leur village, puisqu'on a de la chance d'avoir beaucoup de gymnases, et ça c'est quelque chose qui est important. Donc on essaye de lier tout ça pour faire que le badminton sur le territoire ici de Saint-Omer, dont la Capso, fasse que ça fonctionne avec, comme tu le disais, une vitrine qui est l'équipe de top 12 et l'équipe de N2. Et on verra, j'espère que ça fonctionnera cette année. Donc, du coup, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il y a différents gymnases avec des créneaux qui sont ouverts pour les gens, pour que les gens puissent aller jouer à côté de chez eux. Alors, il y a des gens d'Aires-sur-la-Lys qui vont pour entraîner, pour présenter l'activité. Comment ça se passe? C'est une super idée, en gros, d'avoir un pôle quelque part et ensuite d'avoir des petits des gymnases où il se passe des activités moindres, mais proches de chez les gens. C'est exactement ça. Donc, on a 3 salariés cette année qui ont leur DE. Et donc, ils se rendent dans les sections pour créer, notamment avec les jeunes, essentiellement avec les jeunes, développer l'école de badminton et avoir des créneaux encadrés. Tu le sais très bien, les jeunes, on a beau avoir des raquettes, des volants, c'est attrayant pendant un moment, mais il faut être encadré, il faut avoir des conseils. Et donc, on essaye de monter des créneaux jeunes dans toutes ces sections rurales, en plus d'Aires-sur-la-Lys. Et puis, quand on a la chance d'avoir un ou deux jeunes qui percent, qui ont envie de continuer la compétition, il peut venir ici à Aires-sur-la-Lys, je dirais dans le centre de formation, où il y a des créneaux tous les jours. Il y a des jeunes qui s'entraînent quelquefois plusieurs par jour. Alors évidemment, tu le sais, je suis prof de PS, donc je suis relié aussi avec le monde scolaire. On a des sections sportives et ces gamins peuvent vraiment vivre leur passion, je dirais complètement, au travers de ces différentes sections et le complexe sportif ici. D'accord. Alors, on a des questions de nos internautes pour votre équipe, pour toi et vos équipes, parce que vous arrivez à mobiliser quand même des gens pour tellement de manifestations, tellement d'événements. Alors, c'est quoi ta formule magique, justement, pour mobiliser des bénévoles sur autant d'événements organisés par le club? À part les apéros, hein. Ouais, j'ai pas de formule magique, Raphaël. La formule, c'est oui, la convivialité. Tu le sais, tu es déjà venu. Tous les gens qui viennent nous le disent tout le temps. Maintenant, on a la chance d'avoir ça, ce qu'il y a derrière moi, ce complexe. Il faut avouer que c'est un outil formidable de travail. Depuis 2011, quand on a eu ça, tout de suite, on a dit, mais là, il faut qu'on surfe là-dessus, quoi. Il faut y aller, il faut attaquer ça. Alors oui, la convivialité, c'est important. Donc les copains viennent donner un coup de main. Ils passent un bon moment. Je pense que le bénévole qui vient, il passe un super week-end. Et ce qu'il retient de son week-end, c'est j'ai vu du super bad, mais j'ai passé un super moment, je me suis éclaté. On est crevé, on le sait tous, on est tous crevés à la fin du week-end. Mais pour moi, c'est ça, c'est le convivialité avec un grand C, on en parlait tout à l'heure. Et c'est indéniable que la chance d'avoir cet outil et la chance d'avoir une équipe de dirigeants qui ont envie de continuer à s'éclater. Parce que je pense qu'un bénévole qui vient ici passer 24 heures et s'il n'a pas ce côté amusement, etc. Bonjour tout le monde. Ah voilà, donc tu vois. Salut. Donc, alors, ça fait du Louis, bien, ça fait du bien de reprendre. Ça fait du bien de reprendre. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est le bonheur. Ouais. C'est le bonheur. Bon, Louis, il a eu la chance de continuer quand même à s'entraîner pendant la C'était période. un des deux privilégiés. Bon, c'est bien. Voilà. Super. Donc voilà un petit peu cette ambiance qui a fait que. Alors il n'y a pas de recette magique. Je pense qu'il y a l'humain. Avant tout, c'est l'humain. Après, c'est la passion pour certains. Et puis, je te le dis, moi, les gens qui repartent d'ici, on a fait des championnats de France, ils sont repartis en disant ouais, j'ai passé un super moment, quoi. Je me suis éclaté. Donc, on a envie de recontinuer. Voilà. Oui, ils ont envie de revenir, de participer à tout ça. C'est avant tout une aventure humaine, en plus d'être une aventure sportive. Complètement, ouais. Bon. On va finir. Une petite question aussi, nos internautes. Comment est-ce que les joueurs ont réagi quand ils ont su qu'ils pouvaient enfin revenir rejouer ? Alors, déjà chez les petits, alors comme je te l'ai dit, on a continué les activités extérieures. Donc, ils n'ont pas fait de badminton. Ils ont fait des sports à l'extérieur, etc. On a essayé le air badminton, mais vraiment, avec le vent, c'était pas possible. Les petits, le 19 mai, je vais pas dire qu'ils sont revenus à 100%, mais quasiment, quoi. On a vraiment eu un élan de reprise. Les gamins revenaient. On a eu beaucoup de nouveaux chez les petits. Alors,
lié avec les cycles d'initiation qu'on a fait dans les écoles primaires, parce que les instits, eux aussi, ils avaient envie. On leur donnait un produit clé en main. On récupère les gamins, on a un gymnase, la mairie nous a autorisé à utiliser les gymnases, le matériel était là et ça a été top, quoi. Donc on a eu beaucoup de petits le 19 mai. Chez les seniors, c'est cette semaine où ça commence à revenir, avec la semaine du BAD, inviter les loisirs à inviter leurs voisins, leurs copains et tout à venir jouer. Ce soir, là-bas au fond, il y a 10 ou 12 loisirs. Sur les 10 ou 12, je crois qu'il y en a 10, que c'est la première fois que je les vois. Donc voilà, on accroche. Super, des nouveaux. Puis, ouais, complètement. J'espère que ça va reprendre. Et là, on va communiquer de plus en plus sur cette reprise et cette relance. Avec le passeport, etc. Enfin, vous connaissez, on a entendu parler de tout ça. Et puis, on a décidé avec le comité directeur de faire une grosse réduction sur la licence l'année prochaine. Alors, je sais que gens à revenir. Voilà. Je sais que la fédération ne touche pas à la cotisation fédérale. J'ai bien compris l'enjeu financier. Maintenant, bon, voilà, nous, on a pris la décision de prendre sur nous et de faire vraiment une très, très grosse réduction pour les cotisations club. Bon, créneau plein la saison prochaine. Dernière petite question rapidement, mais on ne pouvait pas passer à côté de cette info. Brice qui arrive parmi vous, du coup, grosses ambitions. On ne peut pas parler d'autre chose avec de telles recrues. Oui, c'est clair. Brice, dès qu'il a annoncé qu'il était libre de contrat, etc., j'ai tout de suite contacté. Bon, je le connaissais, on s'est déjà rencontrés. C'est un joueur emblématique français, on ne peut pas le nier. Alors certes, il est sur sa fin de carrière, quelque part. Il va aller à Tokyo. Il reste, hein. Ouais, tout à fait, oui, clair. Donc oui, on a des ambitions. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça fait maintenant 4 ans, je crois, qu'on est en top 12. À chaque début de saison, bon allez, on va essayer de se maintenir. À un moment donné, faut passer à autre chose, quoi. Donc, on a une très belle paire anglaise. Ils sont top 18 mondial actuellement, Sean Vendy et Ben Lane. Il nous fallait un simple homme fort, tout en gardant aussi les joueurs qui ont été formés au club. Vous avez vu Louis tout à l'heure, entre autres. Mais on a Roman aussi, qui est une petite jeune. Voilà, on y va étape par étape. Mais là, il fallait, pour moi, pas passer à côté de cette opportunité. Maintenant, ça a matché avec Brice. Ça a été des longues discussions, mais écoute, on verra bien. Tu sais très bien que c'est l'expérience et le futur qui montrera si on a eu tort ou si on a eu raison. Mais on a une belle petite équipe si on arrive à les faire venir, parce qu'actuellement, les Anglais, pour l'instant, c'est compliqué. Ouais. Donc ça, je suis un petit peu inquiet là-dessus quand même. Mais on va essayer de défendre nos chances. Ça va être compliqué, on le sait tous, mais ça promet de belles rencontres, je pense. Bon, en tout cas, on va suivre ça avec grand intérêt la saison prochaine. Et puis, bravo en tout cas à toi, toute l'équipe pour tout ce que vous montrez de ces initiatives, cet esprit fête du BAD. Donc c'est très chouette d'être venu vous voir dans votre gymnase, en tout cas. On est très, très, très content que tu sois venu nous voir, Raphaël. Mais j'aimerais bien te voir en physique une fois. Ce sera fait pour très bientôt. Salut, bonne soirée. Salut à toi, bonjour à tous, bonsoir à tous. Allez, on va essayer de retrouver Dimitri qu'on avait laissé tout à l'heure avec des petits problèmes de liaison à Châteauneuf-du-Pape. Voilà. Dimitri, est-ce que cette fois-ci tu nous entends ? Je vous entends bien, oui. Bon, super. Alors, désolé, tout à l'heure, petit souci technique. Ou alors, tu étais parti prendre l'apéro, j'en sais rien. Mais voilà. On est allé du côté des Hauts-de-France et on revient chez vous dans le sud où il fait toujours aussi beau. Alors, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé le Airbad chez vous. Parce que dans les Hauts-de-France, ce n'était pas possible, il y avait de la pluie, du vent. Au camping de Châteauneuf, ça s'est bien passé. Au camping de Châteauneuf, ça s'est très bien passé. En fait, on a commencé le Airbad il y a 2 ans dans ce lieu, dans ce cadre magnifique, en fait, qu'on a découvert via des animations du club. Et en fait, le cadre se prête parfaitement au Airbad pour nous parce que malgré qu'on soit dans une région venteuse, en Vaucluse, c'est un petit îlot de forêt à l'abri du vent, entouré d'arbres. Vous voyez autour de moi, c'est la verdure totale. Et une place disponible pour accueillir un terrain de Airbad. On a tout de suite senti le bon coup pour nous et on a dit il faut qu'on se lance. Jouer au bad en extérieur, c'est l'envie aussi de retrouver des sensations différentes, quelque chose de très convivial parce que c'est les valeurs du club. Et donc ça se
ça se passait exactement comme on le souhaitait, quoi. Donc, on a fait, grâce aussi à l'appui de la fédération pour le matériel, on est venu poser ici un terrain en sable. Donc, on a fait rentrer 36 tonnes de sable et on a posé un terrain qui, du coup, est accessible toute la période d'ouverture du camping. Donc, d'avril jusqu'à fin septembre, on peut pratiquer le airbad et c'est aussi un plus pour le club dans ses propositions. Alors, comment est-ce que ça a été perçu, les gens du camping qui sont là? J'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont dû voir ça en disant « Ah, c'est un terrain de volley avec le filet un peu plus bas » ou les gens savaient tout de suite de quoi il s'agissait et ont joué facilement. L'accueil. Alors, il y a eu une grosse interrogation parce que on connaissait plus quand ils ont vu le sable, ils ont tout de suite pensé à du beach volley. Ouais. Comme tu dis, quand ils ont vu les poteaux beaucoup plus bas et le filet beaucoup plus bas, ils se sont demandé c'est quoi ce sport. Et du coup, on a fait énormément d'animations au camping pour communiquer sur ce sport et on a affiché les règles de manière très grande. On a fait beaucoup de démonstrations et là, les gens ont tout de suite adhéré au jeu. En fait, pour eux le airbad, c'est un peu plus la liberté en fait. Le sable, les plongeons, beaucoup plus de liberté, même vestimentaire, c'est lunettes de soleil, shorts, donc c'est la fête. Ça leur va, c'est la fête en fait, c'est ça. Donc ça se passe très bien. Est-ce que vous avez organisé des petits tournois, Alors on voit la petite animation en même temps qui a été faite. Alors oui, je vous partage là. Ouais. Voilà, oui, actuellement, voilà. Ah oui, il y a du monde. Bien sûr, mais c'est Châteauneuf et c'est le volant des Sept-Rivières, attention. Bon alors, vous avez pas de problème avec les gens qui faisaient de la pétanque, qui doivent se dire, mais ils viennent nous voler nos touristes, ceux-là. Non, on ne vole pas les touristes, on les fait participer, on partage. Donc, on est toujours dans le partage, donc on va jouer à la pétanque avec eux et après, ils viennent jouer au badminton avec nous et on leur fait découvrir notre univers. C'est ça, en fait. Le secret pour nous, c'est ça, de partager avec tout le monde cette passion. Et alors, l'accueil, les gens qui n'ont jamais fait de badminton ou de air badminton, ils finissent une session. Déjà, ils sont crevés comme tout le monde, j'imagine. C'est ça. Et après, qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, bon, bah, c'est top, on va prendre une licence pour jouer à l'intérieur, pour aller encore plus loin, on veut continuer à faire ça de manière plus régulière? Voilà, c'est ça. En fait, derrière, il y a vraiment une envie de découvrir le bad. En fait, nous, on le vend en disant, voilà, ce que vous avez vécu ici, la convivialité, vous allez le retrouver dans les gymnases des clubs de bad, cette mixité, cette possibilité de jouer homme-femme, de jouer avec vos enfants, c'est un sport qui permet tout ça, assez unique. Dès septembre, rapprochez-vous de vos clubs, parce que c'est beaucoup de touristes qui passent forcément. Allez voir, essayez, et vous allez retrouver ces sensations, et je pense que vous n'allez pas décrocher. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent on a testé, on ne connaissait pas, on a joué quand on était à l'école, c'est toujours ce qui ressort. Mais oui, vous nous avez donné envie d'ouvrir notre curiosité, d'aller voir à la rentrée dans un gymnase et de pratiquer le badminton. Donc, c'est comme un hameçon un petit peu pour faire venir les joueurs dans les gymnases. On se sert de cette belle activité. Oui, on s'en sert forcément. C'est une vitrine. C'est de leur dire les gens qui ont l'image de souffrir de la chaleur l'été dans les gymnases qui veulent autre chose. C'est super bien adapté, quoi. Voilà, là on joue en soirée, au frais, à l'air libre. Tout le monde est content de participer, de jouer. On retrouve des sensations un peu différentes. C'est sûr que c'est un peu différent que le badminton en intérieur, mais c'est aussi d'autres moments importants pour la vie d'un club. Bon, on va retrouver Johan qui est venu faire un petit coucou, qui va te saluer. Ou peut-être pas. Alors, petit souci technique pour l'instant, mais c'est pas grave. On le retrouvera éventuellement tout à l'heure. J'imagine qu'il voulait vous saluer et vous féliciter parce que c'est vrai que c'est une activité en soi, mais c'est aussi le moyen pour les gens de découvrir le sport, tout simplement. C'est ça. Et ça va nous permettre aussi de structurer. Là, cette année, on envisage de faire un petit tournoi par équipe, un petit promo-bad ouvert à tous. De venir découvrir, aussi bien pour les gens du camping et de le mettre un peu plus de manière formalisée et de voir un peu l'intérêt et comment les gens vont réagir à cette proposition estivale.
Donc, Ouais. Comme tu le disais, hein, pour ceux qui n'ont pas essayé, il y a une vraie différence entre le badminton à l'intérieur et le airbad, mais c'est un autre plaisir. Quand il n'y a pas de vent, c'est vrai que c'est très chouette. c'est ça, ouais. C'est le plaisir on peut jouer à 3 contre 3, c'est des choses qu'on peut pas faire dans le badminton classique et ça permet aussi de développer d'autres choses. C'est notre façon de se déplacer, c'est une autre fatigue. Et pour le coup, la convivialité, là, autour d'un terrain d'airbad, elle est décuplée, hein, parce que Elle est complète, totale, mais multipliée, oui, c'est sûr. Les gens sont en vacances. Nous, ici, les gens sont vraiment en vacances, c'est le dépaysement. J'invite tous ceux qui font des tournois dans la région de venir passer nous voir et on leur montrera. Mais c'est vraiment, nous, c'est devenu, on est un peu comme entre guillemets, les clubs de tennis, c'est devenu notre clubhouse ici. Notre endroit de rassemblement, et là, une petite buvette, le petit restaurant d'été, le terrain d'airbad, ça des fait bons bien mets envie, locaux. en tout cas, Donc, on a envie de vous retrouver. Alors, c'est ça, mais avec grand plaisir. une petite question de nos internautes. J'en profite pour vous rappeler, hein, vous pouvez poser des questions à tous nos intervenants. Au contraire, c'est aussi votre espace à vous. Une question, est-ce qu'il y a des jeunes qui se sont essayés au air badminton et leur réaction? Complètement. Ben, ils ont adoré. C'est le côté fun. Là, sur le terrain, actuellement, ben, il y a 6 ados qui jouent parce que, après, je pense que l'attrait du sable aussi, ça permet, c'est vraiment un dépaysement pour eux. Et ils retrouvent les plaisirs de faire certains gestes différents parce qu'ils sont plus loin du filet, mais ils redemandent à jouer. Et l'été, certains préfèrent même jouer en bad que jouer en gymnase. Alors, ça y est, on a récupéré Johan qui est là, qui avait un petit mot. Johan, est-ce que tu nous entends à nouveau? On t'avait perdu. Oui, je vous entends. Petit souci technique, changement de téléphone, et puis voilà. C'était juste pour faire un petit coucou à Dimitri, parce que là, il nous montre une facette de son club. C'est le seul club de badminton qui a été reçu sur le projet Impact 2024 l'année dernière. Ils sont très dynamiques sur les thématiques de l'éco-responsabilité. Et évidemment, je tenais à faire ce petit clin d'œil-là en tant qu'ancien responsable de la commission développement durable et citoyenneté de la fédération. Merci, donc, oui. Bravo Dimitri. Merci pour beaucoup. tout ce qui est mis en place dans le club, et on voit bien que l'esprit BAD se décline jusqu'au sud de la France. C'est ça. Merci beaucoup pour ce clin d'œil, Johan, et effectivement, bravo à toi, Dimitri, et toute ton équipe. J'imagine que vous êtes nombreux à faire tout ça. On va repartir un petit peu, continuer ce multiplex en vous saluant tous au camping. Bonsoir à tous. À bien vous amuser, et on va partir cette fois-ci du côté de Strasbourg. Donc, en Alsace, direction l'Alsace, avec Damien Varnant du club Festivad, donc dans la région de Strasbourg, avec une opération bien particulière. Salut Damien. Salut Raphaël, bonsoir tout le monde. Tout se passe bien? Oui, très très bien. Bon, tu as vu, on a des images de camping qui font rêver, etc. Mais bon, vous avez fait quelque chose qu'on voulait mettre en lumière aussi, cette journée mondiale des réfugiés qui s'est appliquée aussi au badminton. Et vous avez fait une rencontre un petit peu particulière. Alors, je voudrais que tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé par chez vous. Oui, tout à fait. En fait, on a été approché par la FFBAD via la Ligue Grand Est de badminton, qui avait donc un projet pour la journée mondiale des réfugiés, donc le 20 juin, d'accueillir des réfugiés pour une séance de badminton et faire découvrir ce super sport. Et donc voilà, quand on a été sollicité, on a directement répondu oui, parce que ça correspondait vraiment à nos valeurs en termes de convivialité, parce qu'en fait notre club de badminton est lié à une association communautaire LGBT, et donc ce caractère associatif plus le côté sportif, ça répondait vraiment, cette action répondait vraiment à nos valeurs de convivialité, de partage, d'échange. De non-discrimination aussi. Voilà, exactement. Et donc voilà, on a accepté. On avait peut-être aussi une crainte au début
par notre caractère LGBT, de savoir comment est-ce que les réfugiés allaient prendre ça. On ne savait pas si le côté LGBT était bien perçu dans leur culture ou quoi, mais en fait, ça s'est super bien passé. Et l'association qui encadrait donc les réfugiés, qui s'appelle l'AMSED, hein, donc l'association Migration, Solidarité et Échange pour le Développement, a fait vraiment un super boulot. Et ouais, apparemment, ils font aussi des actions de sensibilisation par rapport à contre l'homophobie, etc. D'accord. Et donc, ça s'est vraiment très, très bien passé. Donc une ouverture des deux côtés, hein. En fait, vraiment vous pour eux et eux pour le club aussi. Comment ça s'est passé concrètement? Donc c'était une journée porte ouverte avec des Oui, gens c'est ça. du club. Ouais. Donc en fait, on a ouvert un de nos créneaux aux réfugiés. Donc on les a accueillis dans notre gymnase. Il y avait aussi la Ligue Grand Est qui était là pour encadrer avec l'AMSED. La Ligue Grand Est est arrivée pour filmer un peu l'événement. Et donc, chaque réfugié était encadré par un membre de l'association de l'AMSED. Et donc, on a commencé à jouer après un petit échauffement. Et puis, ouais, on tournait, on a échangé quelques volants. Ça s'est très, très vite bien passé. Bon, les gens découvraient un peu ce sport, quoi. Mais voilà, comme ça, c'est aussi la magie du badminton, c'est qu'on peut s'amuser très très vite, quoi, avec une raquette, un volant, on tape dedans et puis c'est parti, quoi. Donc c'était vraiment des très beaux échanges. Et puis en dehors des terrains, il y a aussi un enrichissement, comme tu l'as dit, des deux côtés, quoi. D'abord eux, parce que on sait que, enfin, on a eu des très bons retours. Ils disaient qu'ils étaient vraiment enchantés de pouvoir un peu rencontrer des personnes, parce que c'est pas Le lien forcément. social est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, le badminton permet ça aussi, comme c'est un sport, mais aussi un jeu, c'est facile d'accès. Et du coup, l'échange se fait de manière simple et ludique aussi autour des terrains. Et c'est presque ce qui se passe en dehors des terrains qui est aussi important que le jeu en soi. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est vraiment pas évident quand on est réfugié. C'est quelque chose dont j'avais absolument pas conscience. Pour moi, juste avant cette fameuse action de dimanche passé, pour moi, le terme réfugié, c'était juste un mot. Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était très pénible comme situation. Et donc, ouais, de savoir tout ce qu'ils ont vécu, qui leur a forcé à quitter leur pays. Et puis, ils arrivent dans un pays où ils ne connaissent pas la langue et qui connaissent quasi personne. Et donc, c'est sûr que pouvoir rencontrer des gens, faire du sport et faire autre chose qui permette un peu de les évader de leur quotidien, c'était vraiment quelque chose de très important pour eux, et où nous, on était très très contents de pouvoir participer et les aider à s'épanouir un peu dans leur nouvel environnement, quoi. Mmh. Et donc, ouais, pour nous, c'était aussi un enrichissement par rapport à prendre conscience aussi de ce que tous ces gens ont dû traverser pour arriver jusqu'ici. Et ouais, c'est vrai que c'était, enfin, il y avait parfois des choses qu'ils nous racontaient où j'avais tellement du mal à y croire, tellement c'est juste pas possible que ça se passe dans Ouais, nos régions, quoi. Bien Donc, compte, hein, effectivement, hein. On est ouais, non, un peu loin de tout ça, nous. C'est vrai que ce sont aussi des belles rencontres autour du sport. Alors, Johan, tu voulais intervenir. Je savais bien que tu tiendrais pas jusqu'à la fin et que tu allais dire des choses, que tu C'est connais ça. un peu toute cette thématique. C'est ça, c'était souligner vraiment l'universalité de la pratique du badminton. On a un sport merveilleux entre les mains, et le thème de la semaine, c'est retour en club, mais c'est toujours quand même, le badminton change les vies dans des parcours de vie qui sont parfois chahutés, que ce soit sur les parcours de réfugiés et les milliers de kilomètres qui ont été parcourus, mais aussi sur les personnes LGBT qui effectivement arrivent à s'épanouir dans le sport malgré les a priori, malgré les discriminations. Pour ceux qui n'ont pas vu le reportage de samedi soir sur Canal+, sur ces athlètes qui ont franchi le pas, de montrer que oui, on peut faire du sport de haut niveau et être LGBT. Et voilà, c'est cette ouverture-là. Certes, aujourd'hui, il y a plusieurs fédérations. Il y a la FSGL, il y a la FFBAD, mais le badminton, c'est une seule et même famille. Et vraiment, un grand merci pour cette intervention qui montre encore une fois l'ouverture d'esprit de notre communauté
Et puis, ce qui fait tout son charme, c'est de s'ouvrir à des personnes qui peuvent vraiment s'épanouir et retrouver le sourire grâce au badminton. On pourrait effectivement pas le dire aussi bien, Johan, tu as tout à fait raison. On a le sport, langage universel, langage aussi de la fin de la discrimination, du partage, de la tolérance. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir un sport qui est facile, qui est mixte aussi. Et c'est aussi un pied de nez à certaines discriminations de genre. Donc, il faut se servir de cet outil, comme vous l'avez magnifiquement fait à Festibad, en accueillant ces réfugiés. Mais la tolérance doit aussi passer par l'accueil des gens différents dans les clubs. On va en parler d'ailleurs avec Audrey Béliat-Sauvage dans quelques instants. En tout cas, Damien, un grand merci pour avoir répondu à notre invitation et puis ce beau partage de cette journée. J'imagine que vous en avez pris plein le cœur, plein les yeux et puis que ces échanges ont été aussi importants pour les gens qui sont venus vous voir. Alors, qui sait, peut-être que vous en aurez qui, s'ils ont leur statut pérennisé, qui pourront venir vous rejoindre en club. Je ne sais pas si ça a commencé à discuter. Ouais, on a déjà eu des retours et apparemment, il y en a certains d'entre eux qui seraient vraiment enchantés de pouvoir intégrer notre club. Et donc, ouais, on les accueille à bras ouverts, quoi. C'est super. C'est surtout ça le but. Et puis, voilà, on a eu des échanges Facebook et tout. On continue à discuter avec eux. Donc, c'est vraiment une très, très belle expérience. Bon, on vous encourage, vous tous qui nous regardez, à essayer ce genre de choses. Il y a la semaine du badminton solidaire qui va se remettre en place l'année prochaine, donc avec la FFBAD, avec Solibad, où justement le propos ce sera de s'ouvrir un petit peu aux populations comme les populations en situation de handicap, les populations réfugiées, les populations, les jeunes en hôpital, par exemple, et le fait d'ouvrir ses portes, comme tu le disais très bien, Damien, c'est l'occasion d'aller à la rencontre de l'autre avec toute sa diversité, toute sa différence, mais aussi de commencer une aventure ensemble qui peut se faire autour d'un terrain de badminton. Et c'est vrai que cette convivialité, cet esprit bad, elle se ressent tellement fort que tout le monde en profite. Donc c'est des belles rencontres sportives et humaines. Ouais, c'est clair. Bon, merci beaucoup Damien, on va te laisser. Bon courage pour la suite, tu nous tiendras au courant pour savoir si certains de ces réfugiés là ont pris leur licence et puis et sont venus taper dans le volant de manière plus régulière. On va donc enchaîner avec Audrey Béliat-Sauvage qui est parabadiste du club de Saint-Herblain. Audrey, est-ce que tu es par là? Donc on continue notre petit tour de France en multiplex. Salut Audrey. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Ma foi, ça va bien, très bien. Ça va bien? Bon, donc on est passé de l'Alsace, on passe de l'autre côté. On va parler avec toi. Déjà, si tu peux te présenter en quelques mots, tu fais du parabad depuis pas mal d'années maintenant. Tu as vu évoluer cette discipline en France qui a pris de plus en plus avec en ligne de mire ces championnats de France de parabad dans quelques jours du côté de Carquefou. Parle-nous un petit peu de ta discipline. Donc moi, j'ai intégré le club de Saint-Herblain en 2014. En 2014, l'année en 2013 en fait, et en 2014, il y avait le premier championnat de France para-badminton. Ça s'est fait par hasard en fait, et je me suis retrouvée à faire de la compétition alors que j'avais plutôt un objectif de loisir au démarrage. Mais il y a eu une opportunité de découvrir le France Para-Badminton et l'occasion aussi de développer en fait ce sport assez peu connu dans le domaine du handicap en fait, surtout que le para-badminton c'est assez varié par rapport au type de handicap qu'on peut avoir. Il y a évidemment les personnes en fauteuil comme moi, mais pas seulement, et donc beaucoup de badistes ne savent pas en fait qu'ils peuvent faire éventuellement partie du para-badminton, et puis les personnes handicapées ne savent pas qu'ils peuvent faire du badminton. Effectivement, c'est important de le préciser. Moi, je me rappelle très bien de ces premiers championnats de France où on avait des gens qui découvraient un petit peu la compétition, qui faisaient les championnats de France tout de suite et qui étaient complètement éclatés parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer en faisant du
une activité comme ça depuis quelques mois, de se retrouver comme ça propulsé avec des champions, David, des gens qui en faisaient depuis quelques années. Et du coup, il y a vraiment une vraie cohérence qui s'est créée autour de cette discipline. On a une petite question, j'en profite, de nos internautes. Alors, quel conseil donnerais-tu pour inciter les personnes handi de passer la porte des gymnases? Ah bah, il faut aller frapper à la porte de son gymnase. On est vraiment, je pense, et aussi bien la fédération qu'un certain nombre de clubs sont très ouverts en fait à pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap. Et quand ce n'est pas le cas, il y a des clubs des environs qui peuvent les accompagner. Nous, par exemple, au niveau du club de Saint-Herblain, on essaye vraiment de communiquer auprès des autres clubs qu'on peut être un club relais en fait s'il y a des personnes qui viennent frapper à la porte, parce qu'on trouve pertinent d'essayer d'être au plus proche en fait de son domicile ou de son lieu de travail. Comme tout le monde, en fait, on n'a pas envie de faire 20, 30, 50, 70 km pour aller faire son sport. Et donc, on essaye le plus possible de mettre à disposition des solutions pour que les personnes en situation de handicap puissent vraiment s'intégrer dans n'importe quel type de club. Après, on a vraiment plusieurs logiques, en fait, ou plusieurs difficultés qu'on peut rencontrer. C'est vraiment l'accessibilité en elle-même de la salle. Il faut que la salle soit accessible en fonction du type de handicap. Donc ça, c'est surtout sur les handicaps personnes en fauteuil roulant, par exemple. Ensuite, on a la question souvent de l'animateur, mais en fait, c'est un faux problème puisque n'importe quel animateur ou de club, en fait, peut très bien intégrer une personne en situation de handicap et proposer à peu près le même style, en fait, d'accompagnement qu'il le ferait avec une autre personne. Et quand bien même ce serait nécessaire d'adapter, c'est juste une adaptation logique, en fait, qui fait que on tient compte du niveau de chacun et de la situation de chaque personne. Et ensuite, nous, au niveau des fauteuils, enfin du handicap fauteuil, il y a la question du fauteuil, mais qui est souvent un faux problème parce qu'il y a beaucoup de solutions, soit dans les clubs, soit dans les départements, soit dans les régions, en fait, pour pouvoir prêter du matériel en attendant d'avoir son propre fauteuil. D'accord, donc les fauteuils sont spécifiques. On peut rappeler qu'il faut pouvoir se mouvoir rapidement, donc du coup, les roues ne sont pas mises à la manière. Du coup, des fauteuils spécifiques pour le badminton. Oui, c'est un fauteuil spécifique pour le badminton, mais dans un premier temps, on peut très bien avoir juste un fauteuil spécifique pour le sport, en fait. Donc, il existe des fauteuils multisports ou des fauteuils, par exemple, même un fauteuil de tennis ou un fauteuil de basket. Dans un premier temps, ça peut tout à fait correspondre aux besoins de la pratique du badminton en fauteuil. Avec ton expérience personnelle, toi, est-ce que tu as vu un changement de regard des personnes valides vis-à-vis des personnes en situation de handicap grâce au badminton? Peut-être vis-à-vis des jeunes notamment, parce qu'il y a une différence, donc du coup peut-être une appréhension. Le fait de voir tout le monde jouer dans un même gymnase, le même sport, est-ce que tu as vu justement cette différenciation qui tombait? Moi, je trouve que c'est une vraie force du badminton par rapport à d'autres sports, en fait, parce que c'est un sport justement qu'on peut faire tous ensemble, quelle que soit notre situation. Et donc, on a possibilité, effectivement, en étant en fauteuil, de jouer avec des personnes qui sont debout ou des personnes qui décideraient de se mettre dans un fauteuil. Enfin, on a vraiment une multiplicité de possibilités de pratique. Et ça, c'est très riche. Et je pense qu'effectivement, souvent, alors moi, j'essaye de traîner un peu sur les terrains de différents types de villes, etc. Et c'est vrai qu'il y a un regard, les gens se disent « Ah, mais on peut faire du badminton. Ah, mais en fauteuil roulant, on peut faire du sport. » Enfin, effectivement, je pense que le sport contribue vraiment à faire changer le regard sur le handicap. Ouais. Bon, c'est un beau témoignage et puis ça appelle les gens justement à ouvrir leurs portes. On a une petite question. Est-ce que tu aurais un mot pour les dirigeants qui hésitent ou qui ont des appréhensions à l'accueil du public handi? Oui, j'ai un mot parce qu'en fait, il ne faut pas se freiner. En fait, très souvent, je me suis retrouvée confrontée à cette problématique, les dirigeants se posent des questions à la place des personnes, en fait. Et ça, en fait, ça ne sert à rien parce qu'on se met des freins tout seul, on s'en rajoute. Alors qu'en fait, il faut d'abord créer la rencontre avec la personne et c'est elle qui va vous dire, en fait, ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle ne peut pas faire. Je pense que Philippe pourrait en parler, il va intervenir après, mais on a une personne malvoyante, par exemple, qui vient de frapper à la porte du club et on se questionne forcément sur quelles sont les possibilités et on se dit, en fait, il n'y a pas de frein. On va d'abord voir avec elle ce qui est possible
Et en fonction de ça, on adaptera ce qu'il faut adapter. Mais c'est déjà compliqué des fois pour une personne en situation de handicap de venir frapper à la porte d'un club. Si en plus le club lui aussi met des freins, en fait, on ne fait jamais la rencontre et on ne fait jamais tomber les barrières. Oui, donc en fait, il ne faut pas se créer des problèmes avant même qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, puisque les personnes en situation de handicap sont les plus à même de savoir ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et effectivement, c'est un beau message de dire ouvrez vos portes et puis discutez, communiquez et voyez ce qui est possible de faire. Et c'est souvent très possible, comme tu le rappelais très bien, d'accueillir en toute simplicité, en toute convivialité une population en situation de handicap. Donc c'est un super témoignage. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de l'aventure que tu as vécue. Alors, ce n'est pas du parabad, mais il y a quelques semaines, vous avez fait 900 km, c'est ça, en handi-bike, 22 mai, 13 juin. Raconte-nous, c'est une aventure folle, ça. En fait, alors, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on a quand même eu la chance pendant la période de Covid, en fait, de pouvoir continuer à jouer un petit peu au badminton, puisque les personnes en situation de handicap avaient cette possibilité-là. Alors, pas toujours suffisamment connue, mais c'était possible, en fait, en faisant la démarche auprès de son club, auprès des mairies. Mais c'est vrai que les créneaux, résultats, étaient des créneaux en journée, et quand on travaille, c'est pas toujours évident. Et je pense que je suis un peu accro au sport et je pense que le sport fait partie de mon hygiène de vie et ça me semble quelque chose d'indispensable à poursuivre tout le temps. Et donc, on a monté un petit projet. On était 5 personnes, dont 2 personnes en fauteuil roulant, un copain tétraplégique et donc moi qui suis paraplégique et 3 personnes qui ont fait du vélo. Et on est parti, en fait, sur la route de la Vélodyssée, de Parentis-en-Born dans les Landes et on est remonté jusqu'à Nantes, à la recherche de liens sociaux, en fait, et d'encouragement à faire sortir les gens de chez eux et à leur dire de reprendre une activité physique, à ressortir, à re-rencontrer les personnes, en fait. C'était une super aventure humaine, aussi bien au niveau de notre groupe que de toutes les personnes qu'on a rencontrées. On voyait bien qu'il y avait une vraie demande de retour du lien social, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment très, très fort. Et moi, ça me paraissait fou qu'on ait pu mettre ça de côté, en fait, alors que c'est complètement vital et c'est ce qui contribue à faire qu'on est des êtres humains. Bien sûr, ça doit être des rencontres incroyables. Alors, la prochaine fois, tu fais ça, tu prends un set d'air badminton et puis en plus, tu les fais jouer dans leur jardin pour leur faire découvrir le sport. Mais en tout cas, j'imagine que ça a dû être un moment assez incroyable. Vous étiez chez l'habitant, hein, c'est ça, si j'ai bien compris? On a logé le plus possible chez l'habitant et ensuite on a été accueillis souvent par des structures de l'économie solidaire et sociale qui nous ont ouvert leurs portes gracieusement pour vraiment communiquer ce message, en fait, ce message de lien social, d'encouragement vraiment à sortir, à faire en l'occurrence du vélo, mais voilà, à être sur la mobilité douce. Comme disait Johan, moi je suis une fervente défenseuse également de l'éco-responsabilité. C'est quelque chose qui me tient fortement à cœur. Et c'était aussi un message à faire passer comme quoi on peut être dans cette logique-là, même avec de l'itinérance et vraiment d'être sur la mobilité douce, de faire sortir les gens, de leur faire du sport, d'être dans le lien social, la rencontre simple. Et là, on n'était pas du tout dans la compétition, on était au contraire sur quelque chose de prendre son temps, prendre le temps de vivre, en fait, et le temps de rencontrer les gens et le temps de se parler. L'essentiel, en fait. L'essentiel. Bon. Alors, l'essentiel peut se faire aussi autour d'un terrain de bad. C'est tout le propos, je crois, tu en parlais de toute l'équipe de Philippe Mollet qui sont en train de préparer les championnats de France de para-badminton. J'imagine que tu dois savoir un petit peu l'état d'esprit dans lequel ils sont parce que tu as participé à plusieurs de ces championnats de France. Tu vas voir ça. Il y a eu une vraie évolution entre le moment dont tu parlais, que tu évoquais tout à l'heure en 2014 et ces championnats de 2021. Est-ce que tu as vu une évolution dans la discipline? Ça, on a des numéros 1 mondiaux. C'est devenu quelque chose de très important, le parabad, par rapport à ce que c'était quand tu as commencé. Oui, il y a une évolution. Il y a d'autant plus une évolution depuis que c'est passé aux Jeux paralympiques. Hein. Ça a créé vraiment une émulation internationale, alors avec les avantages et les inconvénients que ça a, puisque aujourd'hui, moi, je suis vraiment sur la logique de développement du para-badminton et je souhaite qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui se mettent au para-badminton. C'est comme ça aussi qu'on aura des
des champions, hein, puisque plus il y aura de concurrence en fait en France et plus le niveau montera. Et c'est vrai que bon, à ce niveau-là, je pense qu'on a encore un gros travail à faire sur le développement du para-badminton, l'encouragement en fait à faire et surtout à poursuivre. Hein, quand on a déjà fait la démarche de commencer à faire du badminton, bah, ce qui reste à faire, c'est de continuer à en faire. Et si ça, voilà, faut vraiment que les clubs ouvrent leurs portes pour que ce soit possible et qu'on arrive à mettre en place des structures en fait d'accompagnement pour qu'on puisse vraiment développer ce sport parce que ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup, ouais, ça c'est sûr. Et c'est magnifique hein, cette compétition. Moi, c'est ma préférée. J'en ai fait quelques-unes et je dois dire que c'est toujours avec grand, grand plaisir. Alors, on est en train de dépasser le timing, on me tire les oreilles et tout, mais c'est tellement intéressant. On va retrouver Philippe, que tu connais bien, hein, puisque tu fais partie du comité de pilotage dans les co-responsabilités, donc tu sais bien tout ce qui se trame. Philippe Mollet et toute son équipe, donc, qui sont en train de préparer à Carquefou du 2 au 4 juillet les championnats de France para-badminton. Est-ce que tu es par là, Philippe? Alors, est-ce que la collection se... Oui. Salut Philippe. J'imagine que tout ce que disait Audrey te parle, hein, toi qui est la tête dans le guidon là avec ces championnats de France à quelques jours. Ça va déjà? Est-ce que tu arrives à dormir un petit peu? Oui. Ouais, pas beaucoup. Non, bah, c'est une belle aventure en tout cas. C'est quelque chose à vivre. Donc ça, c'est des choses annexes. On oublie tout ça rapidement et on pense à l'essentiel qui sera le jour J et les retrouvailles avec toute cette famille-là du Parabad où c'est toujours un réel plaisir de se revoir tous les ans. Bon, là, on a un peu de retard dans l'échéancier. On a un an et quelques mois, mais c'est toujours sympa. Ça rendra encore plus sympa l'occasion de se revoir. Voilà. Le plaisir va être décuplé hein, quand on attend. Après, c'est encore plus fort. Alors, qu'est-ce qui va se passer du 2 au 4 juillet à Carquefou? Explique-nous. Alors, l'idée, c'est parti il y a 2 ans, hein, donc c'est parti sur l'idée d'une co-organisation. Donc ça, je ne sais pas si c'est des choses qui avaient été faites dans le passé. Il y avait une volonté du club de Carquefou de vouloir organiser un événement national sur son territoire. Et il trouvait l'idée de faire le Parabad intéressant. Et comme nous, on est un club voisin et on s'entend bien, et que par le biais justement de l'expérience d'Audrey dans le club, on a participé à tous les championnats de France de Parabad, donc on a les repères et tout ça. Donc l'idée, c'était vraiment de créer une union commune pour unir nos forces. Et l'idée nous a plu assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'on s'est greffé au projet de Carquefou et que c'est devenu une co-organisation. Donc déjà, rien que ça, c'est quelque chose qui était intéressant de partir sur cette aventure humaine. Voilà, ça c'était la première des choses. Le partage des savoirs et des compétences de chacun. Et puis du coup, ça donne résultat qu'on va réussir enfin à pouvoir faire cet événement-là. On est passé par différentes humeurs avec un petit coco qui nous a bien embêtés. Ah oui, c'est tout le monde, hein, je crois. Mais on va y arriver. Donc c'est surtout ça, c'est l'issue qu'il faut retenir et c'est ça le plus important. Voilà. On en profite, on te remercie Audrey vraiment d'être passée, de nous avoir fait un petit coucou. J'imagine que tu seras à Carquefou dans quelques jours, donc j'aurai le plaisir de te voir là-bas. Ouais, j'y serai en tant que co-organisatrice et en tant que joueuse. À bientôt. Super, à bientôt. Merci en tout cas pour ton témoignage. Alors Philippe, il y a parmi les nouveautés cette année une ouverture aux personnes déficients auditifs. Alors explique-nous un petit peu comment ça se passe. Oui, c'était une volonté, je crois, de la fédération de vouloir réunir cette catégorie de joueurs qui, pendant des années, ils jouaient un peu tout seuls entre eux. Donc c'était peut-être un peu dommage. Donc là, l'idée, ça a été de réunir et de les greffer à la famille du Parabad. Donc la famille, on va dire, elle va s'agrandir. Donc on est tous contents, mais c'est vrai que c'est une nouveauté parce que c'est vrai que nous, on voulait, par exemple, au niveau du comité d'organisation, aller voir un championnat de France de badminton sourd, c'était au mois de mars. Et puis ça a coïncidé quasiment dans les dates du premier confinement, donc on n'a même pas pu avoir ces repères-là. Donc il y a eu pas mal d'échanges, on va dire, avec Sébastien Campeggia, notamment à la fédération, qui est un des référents, donc pour travailler à savoir comment accueillir
ces personnes, c'est tenir compte de leur handicap, justement dans ce que disait Audrey sur les critères éco-responsabilité, dans ce qu'on veut mettre sur le championnat de France. On a voulu beaucoup axer sur l'accessibilité et justement notamment sur cette catégorie-là pour dire qu'il ne faut pas que ce soit les historiques et puis une nouvelle qui vient juste pour voir un touriste. Non, ce qu'on veut tout de suite, c'est que ça soit tout de suite intégré dans la famille. Donc, ça va être un des travaux qu'on va avoir, en tout cas au niveau de l'organisation de ce championnat de France. Voilà, qui se sentent vraiment bien intégrés et que voilà, ils deviennent membres de la famille. C'est vraiment ça l'idée. Un vrai challenge, du coup, hein, parce que c'est des gens qui n'ont jamais participé au championnat de France par ABAD. Oui, c'est ça. Et puis, non, autrement, c'est vrai qu'il va y avoir, je ne sais plus, 87 joueurs. Donc, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'inscrits. Donc, c'est vrai que, du coup, ça va faire du monde. Ça agrandit les tableaux, c'est bien. Ça va faire des nouveaux matchs aussi, apprendre à connaître des nouvelles personnes. Parce que, comme tu le disais, le Parabad, c'est d'abord les retrouvailles humaines, c'est du partage, c'est de la convivialité. Alors après, c'est sûr qu'il y a le haut niveau qui se greffe aussi, parce que c'est vrai que maintenant, on a quelques joueurs. Je crois qu'à Carquefou, il y aura 5 ou 6 joueurs qui sont qualifiés pour Tokyo, et peut-être d'autres qui sont encore en attente potentielle. Donc voilà, donc c'est pour dire que voilà, le Parabad, c'est ça, c'est autant le plaisir de jouer entre quel que soit son niveau et d'aller chercher aussi le titre et le haut niveau, quoi. Voilà, c'est ça un France Parabad. Donc c'est bon, avec des belles rencontres aussi. Alors on échangeait un petit peu avant cet entretien. Une anecdote que je trouve incroyable, Latifa, qui est une jeune femme qui ne voit pas bien, qui est déficiente visuelle et qui voulait faire du badminton. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? On n'imagine pas que ça puisse être possible. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec Latifa? En fait, nous, au niveau du COPIL, au niveau du championnat de France Parabad, on ne voulait pas que ce soit, comme on avait candidaté au moins une bonne année avant, on se disait on ne veut pas faire qu'un événement sportif. On avait fait tout un plan d'action territorial où on voulait essentiellement du coup profiter d'avoir un événement national qui soit du coup attractif et qui nous permette justement d'aller taper à des portes auxquelles on n'a peut-être pas l'habitude d'aller chercher, de rentrer. Et notamment, on voulait aller vers le milieu scolaire. On trouvait intéressant de faire des sensibilisations au handicap par le Parabad. Donc, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir avec moi Charles Knox et puis Thibault Lefrançois, qui sont 2 joueurs Parabad du club. Donc, Charles qui a aussi son projet au niveau et Thibault, donc, qui est joueur Parabad, mais qui a également un projet de haut niveau par le volley assis. Donc, c'était une manière aussi de parler autant du haut niveau que du handicap, des choses comme ça. Et en fait, en allant klaxonner à plein de portes dans des écoles, en fait, on a réussi à faire plein d'actions. Alors, on n'a pas réussi à tout faire parce que le Covid, avec les classes qui étaient fermées, les écoles qui étaient fermées, il y a eu plein d'annulations. Hein, mais on garde les idées, on les reportera plus tard. Mais sur une de ces actions, notamment, par exemple, il y a eu, on a rencontré, c'était l'association des élèves STAPS Nantes qui voulait faire une action sur la Journée nationale du handicap, et donc ils nous avaient contactés pour qu'on soit une activité dans le collège où on est intervenu. Et dans ce collège-là, il y avait une fille qui faisait l'initiation de Torball. Alors, c'est un sport pour les malvoyants. Et en fait, elle avait essayé le badminton et s'est rendu compte qu'elle arrivait à jouer. Il y avait de l'échange. Et en fait, ça faisait 17 ans qu'elle avait du Torball et elle cherche un sport où il y a de la convivialité et surtout de l'inclusion. Voilà, elle en avait un petit peu marre de faire que des choses entre personnes malvoyantes. Et elle a créé une association qui s'appelle Voir avec les mains et leur objectif, c'est d'aller chercher d'autres disciplines sportives auxquelles ils pourraient éventuellement accéder, auxquelles on ne pense pas. Et donc, par celui-là, un jour, elle m'a envoyé un mail pour dire, voilà, j'ai essayé une fois et je voudrais essayer en club. Et samedi dernier, il y avait une porte ouverte à Saint-Herblain. Elle est venue. Elle devait rester qu'une demi-heure. Elle est restée 2 heures parce que sur le terrain, en fait, je me suis rendu compte que ça jouait. Il y avait de l'échange. Alors moi, j'aurais jamais envisagé m'intéresser à des personnes ayant un handicap malvoyant. Et en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est que malvoyant ne veut pas dire aveugle. Par exemple, ce qu'elle m'expliquait, son handicap, c'est que
En fait, elle a une sensibilité des yeux, donc du coup, elle a besoin de porter une casquette. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, ses paupières, elle perd le contrôle et des paupières et des yeux, et elle doit se reconcentrer pour reprendre le contrôle des yeux. Donc sa problématique, c'est celle-là. Mais en fait, elle arrive à voir le volant, et par le son, en fait, qui est hyper développé, elle arrivait à savoir d'où partait le volant, le suivre, et à un moment donné, on se rendait compte qu'elle savait jouer. Incroyable, hein? Et elle m'a lancé comme défi, en fait, dans son association où ils sont une cinquantaine, et dit, mais sur les 50, il y en a 40 qui sont comme moi. Donc, on a pour projet, du coup, de faire un plateau BAD et handicap à la rentrée prochaine, en août et septembre, où justement, elle inviterait des personnes comme elle à venir essayer le BAD. Et pourquoi pas, après, prendre une... Enfin, elle a déjà décidé qu'elle voulait prendre une licence dans mon club. Et derrière, peut-être pourquoi pas une nouvelle catégorie parabole, je sais pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. On parle d'inclusion, là, on ouvre les portes grand aux gens dont on n'imaginait pas qu'ils puissent jouer au BAD. Donc, c'est aussi un beau message d'inclusion. Je vais te poser une dernière question. Le côté pratique, comment est-ce que les gens peuvent venir, le public, voir cette belle compétition? Donc, c'est du 2 au 4 juillet. Et où est-ce qu'ils peuvent avoir les informations? Alors, on a créé, il y a un site internet qui est assez facile en tapant France Parabad. On vient de créer un événement Facebook aussi, on va essayer de communiquer pas mal. On a prévu tout un plan com sur ce projet-là pour que les gens de l'extérieur, parce qu'en fait, comme au début, on avait peur qu'il n'y avait pas d'accès au public, on avait peur d'être à huis clos, donc on avait prévu, pourquoi pas, de mettre des caméras ou des choses comme ça. Donc on a gardé l'idée, on va essayer d'aller jusqu'au bout pour que les gens extérieurs puissent avoir le plus d'images sur ce projet-là. Mais le public est quand même... Voilà, et la chance qu'on a eue, c'est que quand on a fait reporter, on a reporté au premier week-end de juillet, et donc on est après le 30 juin, donc on échappe aux jauges de limitation ou autres d'accès, donc l'événement sera bien public, et n'importe qui peut venir, donc tout le monde sera bien. Je vous encourage à aller, tous ceux qui sont dans la région, allez-y, c'est juste incroyable, fabuleux, et tu parlais d'une grande famille du Parabad, là c'est vraiment le cas, que ce soit le haut niveau ou des joueurs qui commencent la compétition et qui ont l'accès à ces championnats de France, même si c'est plus tout à fait la même chose qu'en 2014 où là on avait des joueurs qui commençaient la compétition. Là on a vraiment du haut niveau, donc n'hésitez pas surtout à aller voir ces joueurs incroyables et soutenir toute l'équipe de Philippe. Merci beaucoup à toi d'avoir témoigné. Bon courage, parce qu'on sait qu'il va en falloir pour les quelques jours qui viennent. Et puis, on aura, nous, l'occasion de se croiser donc à Carquefou dans quelques jours. Bonne soirée à toi. On va aller retrouver Nicolas Geoffroy qui... alors... Je ne sais pas si la connexion peut se faire. On continue donc notre petit Tour de France. Salut Nicolas. Salut, je rappelle. Ça va? Bien et toi? Bon, très bien, très bien. Ça se passe bien ta petite interview, ton Tour de France? Ah bah écoute, on est allé dans les campings, dans les gymnases, tout ça. Pour l'instant, tout se passe super bien. Et je voudrais évoquer avec toi un petit peu le côté bénévole que tu connais bien, parce que tu as été bénévole depuis longtemps au championnat du monde déjà il y a quelques années, aux Yonex internationaux de France. J'aimerais que tu nous parles de ton expérience de bénévole, comment ça se passe. Voilà, on a des photos de toi là sur les IFB. Je n'ai pas fourni les photos, hein, c'est des photos dossiers elles ont été volées. que Ludivine, ma responsable bénévole, a donné. Donc là c'est tous les bénévoles. Mon expérience, d'abord, je suis bénévole un peu déjà dans mon club, dans mon comité. Et en 2010, lorsqu'il y a eu les championnats du monde, ça a été un peu automatique. Je me suis présenté en tant que bénévole sur cette compétition. J'ai été pris parce que j'ai une expérience audiovisuelle. Donc, je suis été pris aux opérations des médias. Donc, on se croise tous les ans, Raphaël d'ailleurs, que ce soit côté. Enfin, moi, je suis surtout avec la télé et les photographes, donc j'ai la chance d'être avec les deux. Voilà, c'est quelque chose de. Le bénévole des Yonex, l'IFB, c'est vraiment une grande famille. On se retrouve tous les ans. C'est vraiment toujours les mêmes. Il y a un noyau dur qui est là. C'est pour ça que ça tourne aussi bien. Voilà. C'est la fête du badminton, hein, vraiment. Bon, alors, c'est des longues heures, hein, faut pas se le cacher aussi. Alors, c'est des grosses journées, oui. C'est des grosses journées. Alors, moins maintenant, faut l'avouer, parce que maintenant qu'il a un niveau au-dessus, on a un peu moins de matchs. Donc, on arrive un peu à dormir le matin.
Mais c'est vrai que au championnat du monde en 2010 et après les éditions après les IFB, c'était de très très grosses journées. Il y a eu des journées où on commençait à 9 heures du matin, donc les matchs commençaient à 9 heures du matin, donc nous on devait arriver sur place à 8 heures et ça se terminait à 1 heure du matin. Donc c'était des très très grosses journées où à la fin de la semaine on est content que ça se termine. C'est fatigant, mais en même temps on est déçu parce que c'est fini. Ouais, et puis il y a l'adrénaline aussi qui fait que vous tenez pendant une semaine. Après, d'ailleurs, le deuxième effet qui est cool du lundi matin post. On est fatigué, on enchaîne. Les finales sont le dimanche. Ouais. Moi, personnellement, je retravaille le lundi matin. Et lorsque j'arrive au bureau, on me dit t'as pris une semaine de vacances, t'es plus fatigué quand tu reviens que quand t'es parti. Voilà. Alors, quels sont les liens qui se tissent entre vous tous? J'imagine que c'est très fort, hein, comme quand on vit ensemble un événement un peu particulier. Ça boîte tous les ans. J'imagine que chaque édition a ses particularités, ses spécificités et ce lien qui se tisse d'année en année entre vous tous. Donc on a un groupe de tous les bénévoles des IFB. On a un groupe Facebook où on se partage des informations. Lorsque la campagne a réouvert, là, on s'est partagé l'information. L'année dernière, c'est pareil. Lorsque finalement l'édition a été annulée, on était tous un peu déçus. Et après, dans chaque secteur, parce que les bénévoles, on ne sait pas qu'une grosse famille, il y a plein de petits secteurs. Je salue d'ailleurs mon petit secteur Opération Média, où je suis avec Pablo et Stéphane. Avec les journalistes. Et on a aussi Winnie et Stéphanie qui nous aident pour les traductions, et Ludivine et Pascal également, qui sont là de temps en temps. Bon, alors, cette année, ça reprend. On a hâte de pouvoir à nouveau retourner à Coubertin. Comment ça se passe quand on veut être bénévole? Alors, je précise que il est possible aujourd'hui de faire acte de candidature en allant sur le site officiel des Yonex IFB. Comment ça se passe? On va sur Internet, on remplit une fiche de candidature et puis on attend, c'est ça? C'est ça, on va sur le site des Yonex IFB. Et en train de défiler. En dessous, tout à fait. Ouais. Il y a une petite colonne bénévole. Un onglet, on va dessus, on candidate. Là, on doit envoyer sur un autre site qui gère les bénévoles, où là, on pose vraiment sa candidature. Donc, il y a juste un dossier à remplir, nom, prénom, photo, etc. Et après, le secteur aussi, où on veut travailler, puisque on veut évoluer. Il y a énormément de secteurs c'est vraiment un événement où on s'imagine pas toutes les personnes qui gravitent. On l'a vu tout à l'heure, la photo où il y a tous les bénévoles qui sont là. Il y a les juges de ligne, évidemment, qu'on voit. Il y a après les transports. Il y a vraiment énormément de secteurs. Donc, vous avez la liste de tous les secteurs sur lesquels vous pouvez. Alors, si vous avez une petite âme sur quelque chose, vous avez forcément au moins un secteur qui rentre dans vos cordes. Et une fois qu'on a fait ça, donc on peut mettre trois secteurs. Oui. Et une fois qu'on a fait ça, la candidature part et elle est évaluée et on est pris ou on n'est pas pris. Moi, au championnat du monde 2010, j'ai été appelé par téléphone donc par le responsable des bénévoles et je pensais pas être pris du tout parce que j'avais jamais fait de bénévolat avant. Donc n'importe qui, du moment qu'on est motivé, qu'on a du temps, on peut le faire. Alors on parle des Yonex IFB, mais c'est vrai aussi pour tous les grands championnats, toutes les compétitions, même locales. Hein, on peut vraiment encourager les gens à se mobiliser. C'est vrai pour participer aux manifestations, c'est vrai pour l'arbitrage aussi, parce que ça fait partie du bénévolat et on le souligne aussi, on a besoin d'arbitres. Mais voilà, c'est vrai pour tout, pour les Masters d'Orléans, c'est vrai pour les championnats de France, on a besoin de bénévoles. Alors, tu es le mieux placé pour le dire. Sans bénévoles, il ne peut pas y avoir de manifestation. C'est ça, s'il n'y a personne qui peut entraîner, qui peut organiser tout ça derrière. Alors après, on peut se professionnaliser, mais c'est pas possible c'est pas possible de se professionnaliser autant que avoir des gens qui sont ça coûte trop cher. C'est beaucoup trop cher et même l'âme derrière n'est pas la même. Si on est payé pour faire quelque chose ou si on fait ça parce qu'on aime ça, c'est vraiment pas la même chose. Les bénévoles qu'on va retrouver aux IFB, il y a quand même pas mal qui vont faire tous les événements internationaux de France. Je pense qu'au Master, c'est pareil. Moi, malheureusement, je peux pas faire les Masters d'Orléans, mais il y a ceux des IFB qui y vont. Et c'est une histoire qui continue. Il y a même des bénévoles qui ne pratiquent pas le badminton qui viennent sur ces événements.
et qui font Pour retrouver énormément de de bénévolat toute l'année sur des événements internationaux. J'ai une question à 100 € pour toi. Enfin, pas 100 €, mais pas sûr que tu saches. Il y a combien de bénévoles aux IFB? Alors là, de mémoire, je sais pas. J'ai Tellement la ils sont nombreux. réponse, Je dirais une bonne centaine. On a vu la photo tout à l'heure, Ouais. tous les bénévoles l'année dernière. Alors, tout le monde n'était pas sur la photo parce que selon Pierre, qui organise tout ça avec toute son équipe, plus de 200 bénévoles en comptant les juges de ligne. Donc, ça fait D'accord. quand même une Je suis sacrée, bien loin. Je suis bien loin des. En tout cas, vous êtes indispensables et c'est vrai que vous tous, vous créez aussi cette émulation et cette fête du badminton. Donc, coup de chapeau à tous ceux qui passent leur temps et leurs vacances parfois pour bosser, pour faire de ces manifestations des beaux moments d'échange et de sport. On voit justement la photo là. Je ne sais pas s'ils étaient tous là, les 200, mais en tout cas, on voit le côté sympa et tout le monde est bien. Cette photo, c'est toujours assez compliqué à faire. Il faut que tous les secteurs soient disponibles à ce moment-là. Donc, on a un créneau, mais à chaque fois, il y a toujours un qui fait quelque chose d'autre. Il faut l'appeler. C'est toujours très compliqué à faire cette photo. Ok. Alors, on va passer. Si on peut, on va faire un petit coucou à Pierre qui connaît bien le problème. Pierre Lucet à la Fédé. Salut Pierre, si tu peux nous rejoindre, tu vas pouvoir nous dire, 200 bénévoles, c'est énorme. Oui, c'est une grosse logistique qui est mise en place effectivement et qu'on pilote au sein de la fédération. On a effectivement lancé le recrutement il y a un mois maintenant. On a eu beaucoup de candidatures, donc on en est très heureux. Tout le monde a hâte de pouvoir retrouver les Yonex IFB parce qu'effectivement, c'était une grosse déception l'année dernière de ne pas pouvoir les vivre. Et donc là, on se donne tous rendez-vous du 26 au 31 octobre 2021, toujours à Coubertin, toujours avec les meilleurs joueurs mondiaux. Et puis, pourquoi pas des champions olympiques. On sera après les Jeux olympiques et puis juste avant les championnats du monde. Donc, un gros intérêt pour les joueurs de venir jouer à Coubertin. Et puis, on espère qu'on aura le maximum de personnes. On a aussi ouvert la billetterie la semaine dernière, pour l'instant à 50% de jauge, en attendant de connaître les conditions sanitaires qui seront imposées par le gouvernement. Mais donc, vous pouvez prendre vos billets. N'hésitez pas. Ça sera le plus safe possible puisqu'on a à cœur que les IFB puissent avoir lieu et avec du public parce que chacun qui a connu les Yonex IFB sait que c'est une chaude ambiance et on a vraiment envie de pouvoir la retrouver et vivre tout ça ensemble. On a hâte, effectivement. Alors, surtout, soit vos billets en tant que spectateur, si vous voulez juste profiter, ou sinon, allez candidater. Je vous encourage, comme Nicolas nous le disait, c'est une belle aventure bénévole, une belle aventure humaine de partager ces moments forts, d'être au plus près des terrains, au plus près des joueurs. On parlait de tous les secteurs, les officiers de liaison. Ils créent des liens particuliers avec tous ces champions. Alors, c'est vrai qu'il y a peu de place et peu d'élus, mais quel que soit le statut du bénévole, en tout cas, les retours sont toujours super et on a bien de la chance d'avoir des gens comme Nicolas qui font vivre cette belle manifestation. Merci Pierre pour ton clin d'œil. On va partir dans la Ligue du Centre avec Cédric Grosjean qui doit être par là. J'en profite, Nicolas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, merci à toi, Raphaël. On se retrouve aux IFB. On se retrouve aux IFB, pas de souci. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Cédric, est-ce que tu es dans les parages ? Mais il est là. Mon co-commentateur des Masters, ça fait plaisir de te retrouver, même si c'est par écran interposé. C'est ça, le plaisir est partagé. Alors, tu vas nous parler d'une opération qui est un petit peu hors norme. On a parlé des portes ouvertes, on a parlé du para-badminton, mais le badminton sert aussi à trouver un travail. Alors, c'est le Badmin Job Dating. Ça fait quelques années, tu as vu, j'ai pratiqué... ça fait quelques années que vous avez lancé ça à la Ligue. Explique-nous un petit peu le concept et comment ça s'est passé. Ouais, on a démarré ça sur la précédente Olympiade avec 6 actions qui ont été menées de Badmin Job Dating sur la région Centre-Val de Loire. Le concept est en fait assez simple, c'est se servir du badminton pour mettre du lien entre des personnes qui à la base se rencontrent pas forcément facilement. En l'occurrence, pour ce Badmin Job Dating, c'est réunir des demandeurs d'emploi avec des recruteurs qui ont des postes à pourvoir plus ou moins à court terme. Et le tout avec l'aide de Pôle emploi, qui est a priori le mieux placé pour réunir tous ces publics. Donc en fait, l'idée c'est... Ça se passe comment concrètement ? Eh bien, une animation de badminton d'environ 1 heure où on mélange les personnes. Donc le but du jeu, évidemment, pour mettre un peu de piment, c'est que personne ne sait qui est qui.
donc qui est recruteur, qui est demandeur d'emploi, voire même qui est conseiller Pôle emploi. Donc on mélange tout ce petit monde avec des ateliers de badminton vraiment très très accessibles, hein. Le but c'est que toute personne, même non sportive, soit en capacité de s'amuser pendant cette heure-là. Il ne s'agit pas de mettre en difficulté quelqu'un qui aurait ensuite un rendez-vous. Donc on joue plutôt sur des ateliers en équipe. Et puis après une heure de jeu, donc les esprits se libèrent, il y a plutôt de la bonne humeur, bonne ambiance, et bien on passe sur quelque chose d'un peu plus formel avec on met des tables, des chaises dans le gymnase ou dans les annexes suivant la configuration du lieu. Et puis là débutent des vrais entretiens potentiellement d'embauche ou amenant par la suite un entretien d'embauche. Donc en fait l'avantage c'est que toute personne qui vient à l'animation, tout demandeur d'emploi, est assuré d'avoir un ou plusieurs rendez-vous en fonction de ce qui l'intéresse par rapport au recruteur présent. Donc c'est aussi simple que ça, on joue beaucoup sur le savoir-être, donc c'est simple et efficace et c'est toujours un super moment à passer. Alors, est-ce que vous avez des retours positifs? Est-ce que les entretiens se sont bien passés? Est-ce qu'il y a eu des emplois qui ont été réussis? Alors, difficile d'avoir toujours toutes les données, mais une vingtaine d'emplois de manière sûre ont été pourvus sur 6 éditions. Alors après, rien dit qu'ils n'auraient pas été pourvus même sans nous, mais en tout cas, on a permis aux gens de gagner du temps en fait. Et, puisque on s'est rendu compte que certains demandeurs d'emploi galéraient depuis des mois et des mois, n'avaient jamais de rendez-vous, et là, ils ont eu peut-être 4, 5, 6 ou plus entretiens d'un coup. Donc au moins, ils ont eu leur chance. Et puis, ils ont pu montrer leur savoir-être pendant l'animation, puisqu'en fait, il y a plein de petits détails qui font qu'on peut mesurer assez vite les qualités de la personne, au-delà d'un CV, au-delà d'un parcours professionnel, d'une expérience. Il y a tout simplement comment elle se comporte. Est-ce qu'elle file un coup de main quand il faut monter les terrains, quand il faut passer au pot? Alors évidemment, les badminton job dating dont je parle ont tous été faits dans le temps d'avant, avant cette pandémie. J'espère en faire très prochainement. Donc Pôle emploi, avec certaines missions locales aussi, on est en contact pour essayer de remettre ça. Mais c'est vraiment l'humain qui est au cœur de notre démarche et ça nous fait vraiment beaucoup de plaisir. Et généralement, voilà, on n'a que des retours positifs de tous les partis. Avec de la bienveillance, avec la facilité aussi d'approche de l'autre. Il n'y a pas cette barrière qu'il peut y avoir aussi, cette appréhension qu'on peut avoir lors d'un entretien. Tout est vraiment informel. Tu parlais d'un retour au formel, mais j'imagine bien que des tables et des chaises dans un gymnase, ça n'a pas tout à fait la même saveur qu'un entretien dans un bureau avec un costume cravate. Oui, et puis ce qui est amusant, c'est que parfois on a un directeur de l'agence Pôle emploi qui vient, qui joue, habituellement en costard-cravate, là il est en short, en t-shirt ou autre. Parfois sur les entretiens, on peut aussi avoir des personnes qui, des deux côtés, un recruteur ou demandeur, qui restent en short ou en t-shirt parce qu'ils n'ont pas pu se changer, ou voilà, donc c'est vraiment la bonne franquette, on va dire, et donc on casse vraiment les codes. Donc donc quelle que soit son origine, son image, comment on est habillé, peu importe, c'est ce que l'on dégage et c'est ça qui permet d'avoir une chance. Et dans certains secteurs qui galèrent aussi à trouver des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui proposent des emplois mais qui ont du mal à trouver des personnes parce que ça demande une certaine qualification. Il faut aussi à un moment donné pouvoir donner la chance à quelqu'un et sentir cette personne à travers ce qu'elle dégage, son savoir-être et autres. Et c'est aussi par ce biais-là, je pense, que l'on peut plus facilement, encore qu'un CV, trouver la bonne personne, lui faire confiance, la former et lui donner le boulot qui va bien. Donc en tout cas, c'est assez cool à faire. C'est belle opportunité pour ces gens-là et c'est une super idée. Alors, j'imagine que n'importe quel club peut organiser ça. Il suffit simplement de se rapprocher de Pôle emploi et de mettre à disposition un gymnase. Et puis se rapprocher de la fédération, puisque j'ai travaillé avec les services de la fédération. Il y a une fiche pratique sur le badminton job dating qui est faite. Donc je peux proposer mes services si vraiment il y a besoin. Mais c'est assez simple à mettre en place et je pense que le badminton s'en retrouve gagnant. C'est aussi parce que notre sport est hyper accessible, ludique. Je peux aussi me permettre ce genre d'action. Et puis j'aime bien aussi sortir un peu du cadre classique. Ça a bien fonctionné. Bravo en tout cas pour cette initiative à toi et à la Ligue. Merci beaucoup Cédric de nous avoir rejoints ce soir. Au plaisir de te recroiser peut-être à Orléans ou ailleurs. En tout cas, on va faire un petit tour. Merci donc Cédric, bonne fin de soirée à toi. Salut. On va faire un petit tour du côté de Soufflenheim. Alors, il y a des petits problèmes de son. On va voir si on arrive à avoir Alexia Vidal. Alexia, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends très bien, Raphaël. Est-ce que tu m'entends?
Alors, on repart du côté de l'Alsace, Soufflenheim, dans le Bas-Rhin. Un jeune club, hein, vous avez seulement 3 ans d'existence, mais alors, qu'est-ce que vous avez fait déjà comme chose, comme activité avec la mise en valeur de partenariats, notamment avec les artisans locaux, la mise en lumière des potiers, qui est une activité artisanale dans la région qui est magique, notamment avec votre petit logo. Je voyais un volant avec une poterie à la base du volant comme bouchon, très, très chouette. Explique-nous un petit peu quelle a été votre envie de partager cette aventure sportive avec les artisanats locaux, les artisans locaux. Donc oui, effectivement, le club de Soufflenheim a été créé il y a maintenant 3 ans, donc c'est notre 3e saison. Et au-delà de créer vraiment ce club autour du badminton, ce sport, comme on l'a dit, qui est très convivial, ça a été vraiment de mettre en lumière la ville de Soufflenheim et plus particulièrement un artisanat millénaire, donc la poterie de Soufflenheim. Donc on a énormément de potiers, donc comme tu l'as dit, c'est présent dans notre logo, mais on est allé au-delà de ce logo, avec notamment pour la première réalisation, pour la préparation de notre premier tournoi, on s'est mis en partenariat avec un des potiers de la ville pour réaliser par exemple des mugs personnalisés autour du badminton. Et donc on a pu voir une des photos passer. Donc voilà, ça c'est un des exemples, mais du coup on est proche de nos partenaires, proche de nos commerçants, et c'est le sport, c'est aussi une belle vitrine pour eux. Alors j'imagine qu'il devait être ravi de pouvoir être associé si vite à la naissance d'un club et de faire partie de l'aventure dès le début. Tu m'évoquais tout à l'heure aussi un partenariat. Alors on sort de l'écosystème classique et avec une école d'ingénieurs des télécoms qui sont en train de travailler sur un petit objet qui m'a interpellé, un scoreur autonome. Alors, j'ai trouvé ça assez génial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Donc en fait, l'idée est partie de nos premiers interclubs, donc il y a maintenant quasiment 3 ans, où en fait on est plusieurs, il y a plusieurs matchs en parallèle, hein, et du coup quand on souhaite encourager ses partenaires, c'est toujours un petit peu compliqué de suivre le score quand on est en auto-arbitrage. Et donc on s'est dit il faudrait qu'on ait un scoreur qui puisse être piloté par les joueurs, hein. Donc là d'ailleurs on le voit, hein, pour pouvoir permettre au public de suivre chacun des matchs et de pouvoir encourager au mieux ces joueurs. Donc on a proposé ce projet-là au sein d'une école d'ingénieurs du Télécom Physique de Strasbourg pour un projet étudiant qui de base devait se faire sur une année. Covid est rentré dans la partie, donc finalement ça a pu se concrétiser en 2 ans avec deux belles équipes d'étudiants. Et donc là on va l'avoir dans les prochains jours en club pour pouvoir le tester. Donc c'est un scoreur qui est guidé par 2 petits bracelets. Donc chaque joueur peut incrémenter son score. Et le logiciel permet aussi de prendre en compte les changements de terrain, les sets gagnés, et ainsi de suite. Donc on a vraiment hâte de l'essayer. Et c'est un des exemples de projets pour essayer aussi un petit peu d'innover au sein de notre sport et de rajouter un petit peu de piment aussi pendant les jeux, même si on est en auto-arbitrage. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Donc, c'est vraiment un petit bracelet qui se porte et où on peut changer le score directement en auto-arbitrage, en fait, hein. C'est ça. Donc l'idée est évidemment pas de remplacer les arbitres, mais on sait que au niveau départementaux, même certains encore au niveau régionaux, on n'a pas forcément la chance d'avoir toujours des arbitres, surtout en interclub, même dans certains tournois. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir cet ajout-là pour pouvoir profiter au mieux et ne pas avoir sans cesse besoin d'une part côté joueur de réfléchir au score, mais aussi côté public de pouvoir suivre plusieurs matchs en parallèle et pouvoir apprécier le jeu. Quelle belle idée, en tout cas on a hâte de voir ça sur les terrains. On échangeait tout à l'heure et tu nous disais, Alexia, que paradoxalement, cette pandémie et le fait de ne pas pouvoir jouer, ça vous a libéré du temps au club pour avoir des projets, pour aussi créer du lien avec vos membres en organisant des collègues, des moments de solidarité. C'est un peu paradoxal, mais donc votre club a vécu malgré tout des moments sympas et conviviaux malgré le fait que les gymnases aient été fermés. Oui, tout à fait. Donc effectivement, le 3e confinement, à partir d'octobre, on venait tout juste, comme tous les autres clubs, de démarrer la saison.
une nouvelle équipe en interclub, beaucoup de jeunes inscrits aussi en circuit jeune, et puis les premiers tournois joués. Donc, on a à nouveau senti un petit peu l'herbe couper sous nos pieds, la pratique arrêtée, enfin, les gymnases se fermer, et puis tout le monde chez soi en confinement. Donc, au début, ça a été, comme tout le monde, très dur. Et d'un coup, on s'est vite rendu compte que ça nous libérait beaucoup de temps. Et donc, on en a profité pour vraiment repenser au projet du club, au projet associatif. Et notre premier objectif, c'était surtout de ne pas perdre le lien avec nos membres actuels, mais aussi de communiquer sur le badminton auprès d'un public plus large. Donc ça a été possible grâce à un service civique vraiment en communication qui a vraiment permis de faire vivre nos réseaux sociaux avec plein de belles communications. Donc on est parti un petit peu dans le sébat de sorcier pour par exemple expliquer des petites particularités du badminton, que ce soit à nos membres mais aussi au grand public, des petits décibades, des infobades. Et du coup, donc, on a vraiment joué sur, d'une part, la communication avec nos membres et via nos réseaux sociaux pour essayer de garder un maximum de liens. Et après, on a essayé de faire au maximum des petits événements malgré tout pour garder de la convivialité et dans le respect de la période épidémique. Donc des collectes dans le cadre d'une démarche éco-responsable et durable, par exemple de produits usagés comme des téléphones, le nettoyage de la ville. On a aussi fait du snowbad en extérieur quand on le pouvait, donc du airbag dans la neige, c'était bien sympa. Et du coup, donc comme tu l'as dit, en fait, cette période, elle nous a vraiment permis de nous libérer beaucoup de temps pour réfléchir au projet club, à quelles sont nos prochaines étapes et pour concrétiser de beaux projets. Donc, par exemple, en septembre, on a une section sportive de badminton qui va s'ouvrir au collège de Soufflenheim. Donc ça a aussi été beaucoup de travail, une étroite collaboration avec le collège, les enseignants référents. Et on travaille sur la réalisation de notre premier tournoi qui a dû être reporté à cause de l'épidémie, mais du coup ça nous laisse encore plus le temps pour faire un événement digne du club et digne de notre premier tournoi. Et du coup voilà, là le but c'était vraiment de donner envie à nos membres de revenir, de donner envie à d'autres personnes de nous rejoindre. Et comme on l'a dit depuis le début, le badminton c'est vraiment le sport de convivialité par excellence. Jouer en mixte, jouer avec des enfants, jouer avec vraiment avoir cette mixité à tous les niveaux au sein du club, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et revoir les membres revenir avec le sourire et du coup être vraiment heureux d'être de retour dans les gymnases, c'est vraiment super. On en aperçoit derrière toi, là, ça continue à jouer. J'imagine que tu dois avoir hâte aussi d'aller taper le volant. En tout cas, merci. Et puis, c'est un beau témoignage de ce qu'un club peut faire, non seulement sur les cours, mais aussi en dehors, avec ce lien qui est tellement important, cette capacité qu'a le badminton à réunir les gens aussi en dehors du terrain. Et on ne rappellera jamais assez que il faut fédérer aussi avec des événements en dehors du cours pour que les liens se créent, se fassent ou se concrétisent, et que le BAD, ça reste aussi ce moyen de faire tout ça. Et vous en êtes un bel exemple malgré vos 3 ans d'existence. Hein. C'est assez incroyable. Donc bravo à vous tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis je te laisse aller reprendre la raquette. Ça doit chatouiller un petit peu quand même. Merci beaucoup, Alexia. Merci, Raphaël. À bientôt. Alors, on va retrouver Johan Penel pour le mot de la fin. On a fait donc ce tour de France. On espère que vous avez pu apprécier. Je sais que Johan, tu es particulièrement sensible à tout ce qui se fait par les clubs, parce que c'est vraiment le cœur et l'esprit BAD, c'est ça. Ce sont les clubs avant tout, les territoires. J'imagine que tu es fier de voir tous ces clubs qui font autant de choses pour permettre au sport d'avoir une belle mise en lumière, et puis tout ce côté humain qui est si important. Tout à fait, tu l'as très très bien résumé. Je me mets en immersion dans le gymnase. Hein. Moi aussi, j'ai hâte de prendre la raquette à l'issue de ce petit tour de France, du dynamisme des clubs. Et on l'a vu encore sur Soufflenheim, tu l'as très bien dit. Les limites d'un club, c'est celles qu'on s'impose. Il n'y en a aucune sur le papier. On peut faire des choses merveilleuses et surtout rendre les gens heureux grâce au badminton, sur les terrains, autour des terrains. Là, je vous le disais tout à l'heure, la reprise était timide
à Villejuif, et ben ce soir avec la semaine du bad, et ben on fait plus du double de ce qu'on fait d'habitude. Et voilà, c'est aussi ça, se retrouver pour cette reprise. Et puis surtout, s'il y a un mot, c'est ne vous limitez à rien. On le voit, le badminton, ça touche à tout, mais ça touche surtout à l'humain. Et ce côté humain, on l'a vu sur les réfugiés, on l'a vu sur toutes ces personnes qui donnent de leur temps. Je vous le rappelle, la semaine du bad n'est pas finie. Vous avez déjà vu plein de contenus, plein d'interviews de nos joueurs de haut niveau qui ont été interviewés par Julien Tchoric tout au long de la semaine pour vous montrer eh bien voilà, qu'ils sont passés en club et c'est ce parcours qui les a amenés jusqu'au haut niveau. Et donc, on continue demain sur la thématique de l'accessibilité et puis samedi sur une thématique très importante qui est la thématique du bénévolat, parce que sans nos bénévoles, il n'y a pas de club. Et ces bénévoles, c'est du temps, c'est de l'énergie, mais c'est aussi de l'enrichissement. C'est tout ce qu'ils peuvent vivre au quotidien à travers leur expérience. Et donc, je leur tire mon chapeau, je leur dis merci d'avoir survécu à cette période. On le sait à travers l'enquête qu'on a menée, les bénévoles, c'est les premières victimes de cette crise sanitaire et de ses conséquences. Et donc, on voulait vraiment, et je tiens au nom de la fédération, à les remercier d'avoir continué de faire vivre leurs associations. Et puis voilà, d'être là tout au long de la semaine pour continuer cette belle aventure du badminton français. Merci, Johan, pour ces mots à la fois de gratitude et d'optimisme, parce que je partage cet optimisme avec toi. Je pense que les gens vont revenir dans les gymnases, je pense que les bénévoles vont se mobiliser à nouveau, malgré ce moment un petit peu compliqué à vivre pour tout le monde, les sportifs et les badistes en particulier. Donc, on vous encourage tous à continuer à vous mobiliser autour des terrains, dans vos clubs. Pour ma part, j'ai été ravi de pouvoir faire ce petit tour de France en multiplex de manière un petit peu informelle, et c'était un petit peu aussi le but de cet exercice, avec des intervenants qui ont des choses incroyables à partager, des expériences. On espère que vous pourrez vous aussi tirer des choses de ces expériences, essayer des choses similaires, d'autres que vous pourrez partager aussi. Je tenais à remercier Pierre et Marie qui ont fait un gros travail. Marie que vous n'avez pas vu, mais qui a orchestré tout ça avec Pierre que vous avez aperçu tout à l'heure. Audrey Legrand aussi qui a été partie prenante. Johan qui est intervenu plusieurs fois, le président de la Fédé. Merci à tous de nous avoir suivis, et puis on espère vous retrouver très bientôt sur un cours de bad ou autour dans cet esprit de convivialité, cet esprit bad. Et vous retrouvez donc Julien Tchoric demain 18h30 si je ne m'abuse, avec deux de ses invités. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Salut!